Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu spécial. Enregistré dans le cadre du Podcaston, une initiative à but non lucratif qui réunit des milliers de podcasteurs à travers le monde. Le concept est simple. Identifier une association qui nous tient à cœur et l'inviter sur notre podcast du 14 au 20 mars 2026. Sur les grandes épopées, j'ai souhaité donner la parole à 60 000 rebonds, une association qui œuvre depuis 2012 à faire évoluer le regard sur l'échec et à accompagner les entrepreneurs dans leur rebond. Philippe Fourquet, son président, a accepté de se prêter à l'exercice suivant. Revenir sur les moments clés de sa vie professionnelle, où il a notamment été associé au sein d'EY en France, tout en tissant des liens avec la vision, les missions et les projets que porte 60 000 rebonds. On va traverser notamment pendant cet épisode la rencontre de Philippe avec 60 000 rebonds, le rapport à l'échec que développe Philippe grâce à ses expériences au contact d'entrepreneurs avec EY, ou encore les apprentissages issus du terrain de 60 000 rebonds sur l'échec au sens large. C'est parti pour la grande épopée de Philippe Fourquet et 60 000 rebonds. « 1978, vous avez 25 ans, c'est votre premier jour au cabinet Henrieux et Associés. Qui êtes-vous à ce moment précis ? Waouh, quel retour en arrière. À ce moment précis, je suis un peu un étudiant prolongé, puisque j'ai fait quand même pas mal d'années d'études, 6 ans d'études, avec peu de contact avec le milieu du travail, peu de contact avec l'entreprise. Voilà, et là, je me retrouve dans une petite structure, c'est certain, et à faire un métier pour lequel j'ai appris que la théorie, et où là, il va falloir que j'aille vers la pratique. Je suis un peu angoissé quand même, un peu angoissé de savoir comment ça va se passer cette première expérience. Plein d'idées, mais qui vont au fil du temps, peut-être être confrontées avec une réalité qui est un peu différente, quoi. On a ce côté à cette époque-là et à 25 ans, voilà, de voir le monde avec des yeux intéressants, mais qui vont devoir se confronter avec une réalité qui est aussi intéressante. Très bien, donc ça c'était vous à 25 ans. Comment est-ce que vous vous présentez aujourd'hui ? Justement, en écho à ce qu'on vient de se dire, donc la prise de conscience d'une réalité du monde différente, pas. Et ce propos n'est pas négatif. D'une richesse accumulée par les rencontres, d'une richesse accumulée par les expériences professionnelles, de choses encore à apprendre. Je crois que beaucoup d'humilité par rapport au parcours, c'est pas de dire, voilà, X années plus tard, maintenant, il y a beaucoup de choses que je sais. C'est pas de moi, mais on sait qu'on ne sait jamais. Mais voilà, beaucoup de richesses accumulées, beaucoup de force, aussi, de conviction, pas mal de convictions fortes sur un certain nombre de choses. Et je crois que c'est un point important, des étapes, quoi, des étapes fortes qui ont marqué le jalon de cette vie. Et ça fera écho aussi à ce qu'on dira sur 60 000, ces étapes qui ont servi à la construction finalement, que pas toujours été les étapes positives, mais qui ont servi à la construction de qui j'essaye d'être aujourd'hui. Voilà. Merci Philippe pour cette présentation et bienvenue sur les grandes épopées. Merci. Et merci de m'accueillir chez vous à Vertou pour cet échange. Alors cet épisode est particulier car il est enregistré dans le cadre du Podcaston. Donc c'est un événement mondial où les podcasteurs vont mettre en avant une association de leur choix. Pour être très transparent sur ma démarche, vous étiez numéro 1 dans ma liste. Je vous ai contacté, vous m'avez dit oui tout de suite. Donc il n'y a pas eu de surprise, ce qui est une chance. Donc finalement, c'est pas tant moi que vous ai choisi, c'est plus une rencontre. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être déjà compris, c'est 60 000 rebonds, au travers aussi de votre expérience de vie professionnelle. À vous, Philippe. Vous êtes président de l'association depuis 2023 et vous êtes engagé dans l'association depuis sa création, quasiment sa création en 2012-2013. Sur les grandes épopées, il est question de moments clés de carrière. Donc, j'ai proposé à Philippe de revenir sur quelques moments clés de sa carrière professionnelle qui ont été fondateurs de son engagement au sein de 60 000 rebonds. Et ce sera l'occasion de cheminer autour de plusieurs dimensions importantes qui constituent, selon ma lecture, en tout cas le champ d'action de 60 000 rebonds, et vous allez nous raconter tout ça. Et donc, c'est parti pour la grande épopée de Philippe.
propose qu'on commence par, un moment clé qui vous réunit finalement avec, 60 000 rebonds, qui est cette, fin d'année 2012, début d'année 2013, où, vous faites la rencontre, du fondateur de 60 000 rebonds. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer, comment ça s'est passé et puis, finalement, qu'est-ce que 60 000 rebonds? Alors comment ça se passe? En fait, bon, je suis associé EY et j'ai en charge, d'animer, l'ensemble des équipes des bureaux régionaux. Un jour, le responsable du bureau de Bordeaux m'appelle et me dit: «Écoute Philippe, j'ai croisé, une personne qui s'appelle Philippe Rambaud, qui a créé une association pour aider les entrepreneurs qui ont malheureusement dû fermer, leur entreprise à rebondir et je pense qu'il faut que tu le rencontres parce que, entre EY et lui, on a certainement un bout de chemin à faire ensemble». Honnêtement, j'avais jamais entendu parler de Philippe ni de 60 000 rebonds à l'époque et pour cause, parce que 60 000 avait été créé au tout début là et il y avait qu'une implantation à l'époque à Bordeaux. Et donc lors d'un de mes tournées des différents bureaux régionaux, je passe à Bordeaux et on organise un rendez-vous avec Philippe. Et là, je peux vous dire, et ça, c'est vraiment très fort, ça fait partie de ces rencontres qu'on n'oublie pas, quoi, hein, qu'on n'oublie pas. D'abord parce que Philippe est un entrepreneur qui avait connu, la perte de son entreprise et qui avait fait le constat, au sortir du tribunal de commerce, après malheureusement la liquidation de cette entreprise, bah, qu'il y avait rien pour accompagner les dirigeants qui se retrouvaient dans cette situation-là. Alors je vais, résumer un peu parce que ça peut être plus long, mais c'est de là qu'était arrivée l'idée de créer une association, pour accompagner ces dirigeants. Et vraiment la rencontre de Philippe, la façon dont il parle de son expérience, dont il parle de ce projet et la façon dont il en a parlé, c'est aussi une façon très incarnée, personnelle. Comme il le disait, moi, quand je suis sorti du tribunal, j'ai pris effectivement, comme beaucoup d'entrepreneurs et qu'on croise, un énorme coup sur la tête. Un énorme coup sur la tête et il dit: «J'avais de la chance, il y avait 3 composantes qui étaient un peu autour de moi. J'avais souscrit une assurance chômage Mmh. que peu d'entrepreneurs, malheureusement, ce qui m'a permis de continuer à avoir un peu de revenus. Mmh. Donc financièrement, j'étais pas non plus dans une situation dramatique. 2, mon épouse est coach professionnelle, l'épouse de Philippe Rambaud est coach professionnel. Il dit: «Mon épouse est coach et elle a vu que j'allais pas bien». Mmh. Et c'est vrai que nos entrepreneurs, quand ils arrivent, ils vont pas bien. C'est pas une détresse psychologique aiguë, mais ils vont pas bien. Et elle m'a dit: «Bah, il faut que tu consultes quelqu'un, il faut que tu te fasses accompagner», pas par Mmh. elle bien sûr, mais Mmh. par quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il a fait. Puis troisièmement, il avait un groupe d'amis et hyper solidaires avec Philippe et qui lui ont dit: «Bah, écoute, on va essayer de voir comment on peut t'aider à rebondir». Et là, vous avez les ingrédients, bah, d'une certaine façon, de 60 000 rebonds et de ce qui se passe chez 60 000 rebonds quand un entrepreneur arrive. À la fois, il est pris en charge, si on peut dire, ou il est accompagné par un coach professionnel, certifié, quelqu'un d'expérience qui va l'aider justement à aller mieux, hein, à mieux comprendre ce qui s'est passé. On va l'aider aussi à trouver un job relais souvent, hein, on l'appelle relais, mais moi je l'appellerais alimentaire, hein, parce Mmh. que c'est pour remplir le caddie ou le frigo, hein, et ça c'est important parce que malheureusement ils n'ont pas l'assurance chômage et ils ont besoin de pouvoir faire subvenir aux besoins de la famille, Bien sûr. hein. Et puis, il n'y a pas un groupe d'amis, mais presque, de bénévoles, de chefs d'entreprise, de pères, d'hommes et de femmes qui ont, soit une entreprise ou soit qui ont, cédé récemment cette entreprise et qui vont les aider, ces entrepreneurs qui arrivent, à trouver le bon chemin, mais pas le faire à leur place, mais leur dire simplement, voilà: «Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que» pour les challenger. Et donc là, tous les ingrédients étaient là et c'est ce qui a fait que Philippe, quand il l'a créé à Bordeaux, il a mis en place, alors pas tout seul, hein, il y avait toute une équipe avec lui. Il a mis un programme qui finalement, quand on le regarde, depuis 2012, a évolué bien sûr parce qu'on l'a adapté, on l'a complété, Bien sûr. mais qui reste là, la base. Oui, les fondamentaux restent là Ouais. et ce que j'entends, c'est qu'il y a, cette dimension de d'être entouré dans ces moments-là, donc avec un entourage, protéiforme d'une certaine manière. Il y a les proches, il y a les pairs, il y a en fait, c'est tout ça qui, in fine, permet de préparer, un début de suite, quoi. Mmh. Oui, oui, je pense que d'ailleurs, c'est pas de moi, hein, je l'avais lu, j'ai dû le lire dans un livre de Boris Cyrulnik, hein, qui parle de ces sujets-là.
il dit, et ça c'est important, qu'il n'y a pas de résilience en main tendue. Et je pense que c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebondir tout seul dans son coin, mais toute la puissance de cette main tendue par rapport à ce rebond, elle est fondamentale. Donc nous, on reconstitue, on redonne à l'entrepreneur un nouveau réseau. Parce que souvent, lui-même s'est coupé du réseau d'entrepreneurs dans lequel il était parce qu'il s'estime plus légitime d'y aller, parce qu'il a perdu son entreprise, ce qui est, d'un point de vue analyse, faux, parce Mmh. qu'il reste entrepreneur, même s'il a perdu son entreprise. Mais dans sa tête, pour lui, il est plus C'est comme ça qu'il légitime. le vit, en fait. Il le vit comme ça. Il Mmh. le vit comme ça et on y reviendra. Ça fait partie de beaucoup de représentations qui existent encore dans notre société, Mmh. hein. Et puis aussi, c'est pas simple dans les réseaux d'entrepreneurs parce que, comment on aborde quelqu'un qui a perdu son entreprise? Donc il s'est coupé de ses réseaux habituels. Il s'est retrouvé dans une période d'isolement, hein. On dit souvent d'ailleurs que cette période qui suit la perte de son entreprise, ça s'apparente à la courbe du deuil, hein, donc aux mêmes phases, aux mêmes étapes que celles de la courbe du deuil. Mmh. Et donc il a dans un premier temps de la colère, il est dans un premier temps isolé et autres. Et donc cette main tendue va lui permettre à la fois, de pouvoir évoquer ce qui s'est passé avec d'autres qui sont hors de sa famille, parce que là aussi c'est compliqué d'en Mmh. parler avec son conjoint ou d'en parler avec ses enfants de ce qui se passe. Donc il va pouvoir en parler avec un milieu neutre, si je puis dire, extérieur, sans Mmh. jugement, bienveillant mais sans complaisance. Et il va se recréer par ce biais-là un nouveau réseau. Et ce collectif-là, et je rejoins ce que vous disiez, est protéiforme avec des personnes qui ont des parcours différents et autres. Ce réseau-là, il est hyper puissant. C'est un élément indispensable. C'est le ciment, c'est la base, c'est les fondations du rebond. Donc ça, c'est très important. En fait, cette dimension-là de l'accompagnement que vous avez, découvert en fait avec Mmh. Philippe, c'est d'une certaine manière la base pour, commencer ce chemin-là, mais c'est que la base. C'est clair. C'est que la base. Je propose qu'on n'aille pas plus loin pour l'instant. Mmh. On va aborder toutes ces questions-là, au fur et à mesure de notre échange. Je propose qu'on refasse un saut dans le temps et qu'on revienne à votre début de carrière, Volontiers. ce qui nous permettra petit à petit de revenir à cette année 2012 charnière, qui nous permettra aussi un peu d'aller plus loin évidemment. Philippe, vous avez parlé de vos études longues. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ces études-là? En fait, qu'on soit bien clair, parce que quand on dit: «Bah, j'étais associé EY», donc on va dire Philippe voulait dès le départ, être expert comptable ou auditeur et puis rentrer dans un grand cabinet d'audit et autres. Je pourrais vous refaire l'histoire comme ça, mais c'est pas comme ça qu'elle s'est déroulée. En fait, c'est presque une histoire de non pas de non-choix, mais au sortir du bac, je vous avouerai franchement, je savais vraiment pas, mais vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Qu'est-ce qui me correspondait, quoi? Donc là, c'était bon. Alors je savais des choses qui me correspondaient pas, déjà. Je savais que faire médecine, ça ne m'intéresserait pas, d'être plutôt dans un, métier, pour aller vers l'enseignement ou des choses comme ça, non, je le sentais pas, études de philosophie, des choses comme ça, même si c'est certainement passionnant, mais ça ne me correspondait pas. OK. Donc et je trouvais, bon, à un moment, le droit, je me suis dit: ça ne ferme pas de porte, ça laisse ouvert plein de choix et pourquoi pas aller, essayer de faire une maîtrise de droit, mais sans volonté à l'époque de devenir avocat ou juriste d'entreprise ou quoi que ce soit, de je ne sais pas. Vous aviez pas autour de vous de rôle modèles, qui ont fait des N parcours similaires? non, OK. non, il y avait quelque chose qui m'animait, d'une certaine façon, c'était que ça pouvait déboucher à un moment sur une profession libérale. C'est-à-dire, je me projetais pas salarié, ça c'est clair. Mon père était courtier en assurance, indépendant, il avait sa propre structure. J'avais un de mes frères qui était médecin et mon autre frère commissaire-priseur. Donc on était animés du fait de dire, bah, voilà, on aimerait bien être son propre patron, une Mmh. profession libérale ou quelque chose comme ça, c'est bien et le droit pouvait le permettre. M'installer en tant qu'avocat libéral, ça donc j'ai choisi cette voie-là. Alors après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait mon droit à Amiens. Cette fac d'Amiens a une certaine
taille, pas forcément une grande renommée, c'est pas le sujet, avait la chance de bénéficier, d'accords avec des facs de Paris et des professeurs de Paris qui venaient régulièrement, comme ma mien est pas loin de Paris, Mmh. enseigner, donc j'ai eu la chance d'avoir des cours avec, Robert Badinter, ça Ouais. parlera peut-être à certains de vos auditeurs quand même. C'est incroyable. Voilà. Oui, Donc j'espère, hein. quand vous êtes étudiant et que vous avez, Robert Badinter, comme, prof et qu'à l'époque on est dans ces périodes où il porte aussi, Le combat d'une vie. voilà, des combats et Mmh. des combats forts, hein, donc voilà. J'avais eu aussi une professeure d'économie moins connue, mais qui était bon et ces rencontres-là, elles, par rapport à mon parcours de droit, elles ont été fortes. Elles ont été très riches pour moi et notamment, la rencontre avec la professeure d'économie qui me dit à un moment: «Beh, ça pourrait être intéressant de compléter cette formation de droit par une formation à Sciences Po». Alors au départ, j'ai pas bien compris. Sciences Po Paris, pour moi, c'était préparation à l'ENA. Le terme, le sciences politiques, bah, voilà, c'est préparer à une carrière politique ou Mmh. quoi que ce soit. Souvent, on a des a priori. Mmh. Elle me dit: «Non, à Sciences Po, il y a, à l'époque, je pense qu'il y a encore des sections particulières et donc une section économique et financière qui complétera votre formation de droit par une formation d'économie». Elle-même enseignait bien sûr à prêcher peut-être un peu pour sa paroisse, comme on dit, mais elle enseignait à Sciences Po. Elle me dit: «Mais je vous verrais bien, compléter votre formation par ça». Donc pourquoi pas? Ça Elle ne refermait pas les portes, quoi. elle a servi de pont, en fait, La finalement. servi de pont et ça ne refermait pas les portes. Mmh. J'étais dans une logique de rester ouvert, à toute opportunité et donc j'ai passé le concours, d'admission, à Sciences Po Paris. Alors dès ma troisième année de droit, pas j'avais pas terminé mon droit et là je l'ai pas eu à l'oral parce que je leur avais dit que je voulais, une fois intégré Sciences Po, si j'intégrais Sciences Po, continuer ma quatrième année de droit et eux estimaient, que faire la quatrième année de droit, plus intégrer Sciences Po en deuxième année avec le rattrapage que ça supposait, c'était difficile à concilier. Donc ils m'ont dit: «Bah, revenez, l'année prochaine, ça ira». Donc j'ai fait ma quatrième année de droit à Amiens et j'ai repassé le concours Sciences Po, mais je me suis dit: «Mais si jamais je n'avais pas Sciences Po, peut-être passer un autre concours». Donc je me suis dit: «Je vais passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat». Comme ça, bon, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, comme on dit. Bon, Très bien. voilà, donc finalement, j'ai la réponse positive pour Sciences Po, j'ai après le CAPA, mais finalement, c'est presque la première réponse qui m'intéressait. Je trouvais que l'idée de continuer à être étudiant encore, pendant 2 ans était bonne. Non, je plaisante, mais que cette formation et Sciences Po est une formation, très intéressante. D'ailleurs qui m'a fait découvrir ce qu'était travailler, quoi. Parce que je Mmh. peux vous dire que pendant les 4 années de droit, j'ai travaillé un peu, mais pas beaucoup, alors que Sciences Po, la discipline de travail était plus forte D'accord. et voilà. Donc non choix et là je sors de Sciences Po et je me dis, «Qu'est-ce qui peut être intéressant à ce moment-là?» et je me dis: «Profession libérale, expert comptable, pourquoi pas?» Voilà, je ne postule même pas dans un grand cabinet, vous voyez? Je suis même pas dans cette logique-là, parce que pour moi, être associé d'un grand cabinet, bah, c'est pas un exercice, libéral au sens où je Mmh. l'entendais et donc je me dis: «Allez, je postule, dans plusieurs cabinets pour faire un stage et demain racheter une clientèle ou m'installer en tant qu'expert comptable profession libérale». Voilà et c'est là que j'arrive en 78, puisqu'on revient sur la date, dans Tout à ce fait. cabinet Henri Heusse et Associés, qui est pas un très gros cabinet et l'objectif est de faire 3 ans de stage et puis après, de voir sur le marché s'il y a un cabinet à racheter, mais la Oui, vie ne se passe pas comme ça. parce que, pour ceux qui n'ont Mmh. peut-être pas le contexte sur les études d'expertise comptable, vous parlez de 3 ans de stage, en fait, parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est des stages longs avant de devenir expert comptable et de pouvoir exercer dans son propre cabinet en libéral. C'est ça, Donc exactement. ce Mmh. qui est quand même, assez rare dans d'autres domaines d'activité. Mais effectivement, vous avez déjà un peu préparé la suite. Il y a cette idée de départ il y a une forme de cohérence, en fait, jusque-là. C'est-à-dire que, bon, Sciences Po, vous l'avez essayé une première fois, donc en fait, après, quand vous y arrivez, enfin, c'est quand même, je veux dire, on passe pas 2 fois le concours pour ne pas le prendre a priori. On peut toujours choisir de faire autre chose, mais il y a une forme de cohérence et donc là, vous allez commencer à, découvrir le monde de l'entreprise à travers ce stage-là et là, arrive, du coup, un coup du sort. Alors là, c'est vraiment effectivement, c'est parfois dans la vie et j'évoquais tout à l'heure, il y a des moments, des étapes, des choses qui se passent.
qu'on peut déterminer ou qui s'impose à nous, hein, mais dont on peut faire, quand ça s'impose à nous, on peut essayer d'en faire quelque chose. Et là, c'est un jour, et je me souviens bien de ce moment, on était tous réunis dans le cabinet Henrieux et Associés, et il y a une personne qu'on ne connaissait pas, qui était un des associés d'un autre cabinet, qui vient et qui nous dit, ben voilà, avec le patron du cabinet, bon, le cabinet a été vendu et c'est repris maintenant par tel cabinet. Et le cabinet, alors je fais court, qui reprenait, c'était EY. Alors ça s'appelait Mmh. pas EY à l'époque, je ne veux pas vous refaire l'histoire qui pourrait être longue, puisqu'il y a eu beaucoup de rapprochements, de changements de nom et autres. Mais je me retrouve, après avoir passé 1 an et demi ou 2 ans de stage dans le cabinet Henri Heusse, à être transféré, entre guillemets, avec les clients et les collaborateurs, à la Défense. Le EY de l'époque n'était pas le EY de maintenant, hein. EY a beaucoup grandi, mais quand même, ça faisait déjà un beau choc. Et là-dessus, oui, effectivement, là-dessus, bah voilà, on est regardé quand on arrive, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple parce que, on est le petit cabinet qui vient d'être acheté. Voilà, hein, et ça, c'est dit ou pas dit, mais ou on le ressent comme ça. Peut-être que c'est nous qui le vivions comme ça du cabinet. Et là, on se dit: «Waouh, on a une pancarte dans le dos». C'est pas simple, c'est le sujet d'intégration, hein, et on s'aperçoit, et l'expérience me l'a démontré dans le temps, puisque j'ai eu l'occasion de faire pour EY des croissances externes, que le plus complexe, c'est ça, c'est cette intégration humaine. Pas dire que les clients, bah, on leur impose un changement d'auditeur et autres, bon, mais si on les traite bien et autres, ça se passe plutôt bien et il y a pas trop de casse, si je puis dire. Mmh. Malheureusement, sur le plan humain, c'est le plus compliqué, et là-dessus, moi, je me retrouve dans cet environnement-là. Il y a deux questions peut-être pour rebondir. La première, est-ce qu'à ce moment-là, au moment du rachat, vous êtes toujours avec votre, intention de finir ce stage et de monter votre cabinet? Ou vous aviez déjà commencé à revoir votre projet à ce moment-là? Au moment du rachat, je dis: «Je vais voir, je vais découvrir». Mais je suis aussi, effectivement d'un naturel curieux, hein, et puis c'est une porte supplémentaire qui s'ouvre Mmh, par rapport au choix que j'ai fait avant, qui c'est ça. était de laisser les portes ouvertes. Et ben, j'ai une porte supplémentaire qui s'ouvre, et peut-être je me dis: «Bah, voilà, voyons, quelles sont les opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi là». Très clair. Et donc après, vous parliez de l'intégration qui est un sujet, complexe. Vous, personnellement, comment vous avez vécu du coup cette intégration? Bah, au départ, je le ressens pas très, très bien parce que, j'ai un peu le sentiment d'être un ovni, dans un environnement, voilà, particulier. Donc ça, j'ai conscience de ça. J'ai conscience de ça, mais je le vis aussi, même si je le vis pas très bien, je le vis, en disant: «Ben, montre-leur, accroche-toi et montre-leur finalement que ce jugement a priori qu'ils peuvent avoir sur toi n'est pas le bon». Et ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien en règle OK, générale, challenger. de me battre contre, une forme d'injustice, quoi, une forme de jugement a priori. Mmh. Ça m'a toujours beaucoup animé, ça fait le lien d'ailleurs avec 60 000 rebonds, parce que le jugement qu'on peut avoir parfois pour les entrepreneurs qui ont échoué est totalement injuste. Ils ont osé, ils ont essayé, créé, développé, et puis malheureusement, ils ont connu, l'échec de leur entreprise sur leur chemin. Donc voilà, donc je suis un peu dans cette truc. Moi, je vais vous montrer que je sais. Mais d'ailleurs là-dessus, le fait que vous soyez l'OVNI, d'une certaine manière, on surinterprète peut-être, mais vous devez faire votre boulot et en même temps, vous devez montrer que comme vous n'êtes pas comme on a l'habitude d'être, l'OVNI, faire peut-être même un peu plus que juste votre boulot. C'est vraiment ça. Alors, à la fin, ça en était même trop, parce que en fait, moi, j'avais du fait que j'avais fait 2 ans et demi ou 2 ans dans le cabinet EOS, j'avais fait à la fois de l'expertise comptable, j'avais fait du commissariat aux comptes, de l'audit, j'avais fait de l'expertise judiciaire. J'avais touché, comme dans beaucoup de cabinets indépendants, on touche à tout. Alors que j'arrive dans un cabinet chez EY qui est hyper, spécialisé, et je suis intégré dans l'activité audit, et avec des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ne font que de l'audit et qui depuis, leur recrutement, ils ont 3 ans d'ancienneté comme moi, mais n'ont fait que de l'audit. Ouais. Et c'est là que je m'aperçois que finalement, par ces 2 ans et demi, 3 ans chez eux, je connais beaucoup plus de choses parce que mon expérience a été plus large par la force des choses, et que finalement je peux les aider.
Et donc Mmh. à un moment, je fais mon boulot et puis je suis un petit peu au tout début tout du moins, mais celui qu'on vient voir en disant: «Ce document-là, c'est quoi? Ça sert comment?» Parce que j'ai intégré et ça, je trouve que ça a été très fort dès le départ et cette expérience de 2 ans et demi, dans ce cabinet, c'était importante. J'ai intégré comment fonctionne une entreprise dans ses rouages, dans son détail. La compta n'est qu'un entre guillemets, le résultat de la traduction d'un certain nombre d'opérations de cette entreprise. Mais ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre le déroulé, l'organisation, le process, la façon dont fonctionne une entreprise. D'une certaine manière, en fait, ce que vous avez fait, c'est que, vous avez développé une «connaissance de vous», entre guillemets. Mmh, C'est-à-dire vous avez conscience, en fait, que vous avez des compétences différentes de vos pairs, mmh. à ce moment-là, et donc vous avez réussi à finalement trouver votre juste place pour, être utile et en même temps, légitime d'une certaine manière. Ça a été un facteur Voilà. d'intégration. Et voilà, c'est Et hyper et intéressant. et ça, c'est clé, c'est de dire, bah, quand on a, comme ça, qu'on est atypique, soit on peut dire: «Bah, ceux-là, j'en veux pas, je suis pas de leur monde et moi je m'en vais». Mais non, Ouais, au contraire, mon côté atypique est intéressant parce qu'il permet, bah, de venir en complémentarité des autres et de montrer que finalement, j'ai ma place dans le ouais, dispositif. et Et honnêtement, ça a été un des vous avez raison d'arrêter, faire un arrêt image là-dessus. Ça a été un des moyens, un des facteurs d'intégration. C'est pas de le prendre comme une contrainte, hein, mais comme une opportunité de démontrer que j'avais cette complémentarité et finalement, j'ai pu ainsi faire mon chemin et grandir assez vite au sein d'EY à l'époque. à ce moment-là, en fait, vous commencez à jouer, le jeu du cabinet. On appelle ça généralement upper out. C'est une manière de dire, en Mmh. fait, enfin, en tout cas, la structure, de ces organisations, à un moment donné, il faut accepter de jouer avec les règles du jeu et du coup, enclencher une sorte de dynamique, voilà, et donc à ce moment-là, vous embrassez d'une certaine manière cette dynamique? Ah oui, là Ouais. après je deviens un pur produit EY. Non, je ne veux pas dire ça comme ça, mais c'est vrai, je me glisse dans les règles du jeu qui sont là et qui me challenge d'une certaine façon. Mmh. C'est-à-dire d'avoir, cette capacité chaque année de démontrer qu'on est en position d'occuper le grade qui va après et qu'on a cette capacité. C'est un vrai challenge. Alors c'est un challenge pour tous les collaborateurs, mais c'est d'autant plus un challenge pour moi parce que, bah, je viens pas du même monde et ça me pique au jeu. Donc je grimpe les échelons. Je me dis: «Bon», même si finalement, quand on regarde, j'avais un bagage avec Sciences Po, qui ne détonne pas par rapport aux autres, hein, Mmh. seule chose, c'est que j'avais un parcours un peu plus sinueux et moins mais qui était très riche et très positif. Et là, se pose la question de dire, «Est-ce que je brigue le Graal d'être associé dans ce cabinet?» Ma réponse est oui. Je pense qu'elle est oui, pas parce que j'abandonne comme ça la profession libérale et autres, mais je découvre, bah, la richesse des clients, la richesse des compétences, parce qu'on parle de l'audit, mais on s'appuie sur du juridique et fiscal, on a des personnes en transaction, on a du consulting et autres. C'est un univers extrêmement riche, extrêmement, intéressant. Je découvre tout ça. Je me dis: «La façon dont j'exerce le métier est différente et sera différente». Certes, je suis spécialisé audit, mais elle est passionnante et je me dis: «Bah, oui, c'est déjà un peu ma boîte, hein», c'est vraiment une conception que j'ai toujours eue. Mmh. J'étais pas le salarié qui attendait, que son patron lui dise de faire ça, mais c'était ma boîte et donc là, pour moi, EY, c'est ma boîte, même si je suis salarié, mais c'est ma boîte. Donc je me dis: «Bah, être associé, c'est une continuation logique». Mais là, je me dis aussi: «Bon, je suis à Paris, il y a beaucoup de gens sur les rangs, Mmh. il y a du monde, Commencez par les stratégies là. là, ça devient plus compliqué. Est-ce que je vais pouvoir être opté associé? Parce que quand même, il y a des dossiers de certaines tailles où il y a des collaborateurs qui sont impliqués sur ces dossiers depuis l'origine, qui Mmh. arrivent maintenant senior manager après, 10 ans sur le dossier, qui sont légitimes et autres. Les cooptés, ils auront tout à fait, l'opportunité d'être signataires de ces dossiers-là. Donc moi, je suis pas tout à fait là-dedans et donc je me dis alors c'est toujours un peu facile après de refaire l'histoire, mais je me dis, on me propose déjà de bouger, on me propose d'aller en Afrique, parce qu'on avait des besoins, parce qu'on gérait à l'époque, des bureaux, en Afrique francophone, Mmh mh. hein. Ça c'était voilà, donc historique. On me propose d'aller en Afrique. Ça, je vous fais vite la croix là-dessus en disant,
ça peut être intéressant parce que c'est des expériences aussi de développement d'une équipe et autres, avec une part d'autonomie, hein, loin des bases, Bien sûr. mais c'est le retour et ça, retour et puis aussi les impacts familiaux, Mmh. qui me font, réfléchir à 2 fois ces propositions-là et même certains associés m'en dissuadent. Je OK. dis en me disant: «Non Ouais. Philippe, fais pas ça, va pas là». Donc OK. très bien. Bon, donc C'est net. très bien, non, mais et il me conforte dans ce choix. Et puis après, on commençait à l'époque à se dire: «Il faut qu'on ouvre des bureaux», je vais employer le terme, en province, hein. À Mmh. l'époque, peut-être un peu caricatural, mais on découvre qu'il y a beaucoup d'activités en dehors du périphérique. Je vais être un peu Mais dur, en fait, c'est pas c'est aussi ouais, parce que c'est l'histoire de l'évolution dans l'entreprise. C'est-à-dire oui. que, Mmh. vous avez parlé d'une multitude de rachats et cetera. Enfin, avec ces rachats-là, viennent à la base des stratégies d'entreprise, une clientèle internationale, une clientèle, plutôt des capitales et petit à petit, certainement que Oui. ça devient un sujet, quoi. Ça devient un Voilà. sujet. Ce qui devient le sujet, c'est de dire alors il y a 2 choses qui arrivent là, en tout cas vu de ma fenêtre, hein. C'est d'une part, on a besoin d'asseoir et de continuer d'asseoir notre clientèle sur le territoire franco-français, d'avoir une clientèle franco-française, parce que, EY, on est membre d'un réseau international. On est même si à l'époque, il y a pas encore, l'affaire, Enron et ce qui est arrivé à Arthur Andersen, qu'on se dit, «Mettons pas tous nos œufs dans le même panier, ne soyons pas dépendants uniquement de notre réseau ou d'une grande partie de notre réseau pour nos clients, ayons notre clientèle essayons d'asseoir une base de clientèle, française et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a un tissu dehors des grandes entreprises, il y a un tissu, de très, très grosses PME et d'ETI basées en région avec des bourses régionales, des cotations à l'époque, de ces entreprises dans les bourses régionales et autres, qui est un tissu, de clientèle intéressant et sur lequel une structure comme EY peut apporter parce que ces structures-là commencent à aller à l'international aussi et C'est autres. ça. Et donc d'où cette démarche. C'est l'avènement de ce qu'on a appelé chez EY le marché entrepreneur, mais l'entrepreneur étant constitué plutôt de très, très grosses PME et d'ETI, chez EY. Très clair. Et donc là, on ouvre dans le cadre de cette stratégie, on ouvre ou on pousse les feux pour développer des bureaux, en province, en région, on dit maintenant, hein. Et là, on propose, moi j'aurais bien aimé, puisque je suis originaire du Nord, j'aurais bien aimé revenir, prendre, la direction du bureau de Lille et on Mmh. verra que l'histoire parfois elle fait les choses bizarrement et c'est pas possible à l'époque parce qu'il y a déjà un associé ou quelqu'un qui est pressenti pour être associé qui est sur place et donc c'est pas possible et on me propose, Strasbourg, mais je ne suis pas d'origine originaire de l'Est, je ne parle pas allemand et ensuite on me propose Nantes et effectivement l'opportunité de Nantes me semble très intéressante et donc je l'étudie et puis finalement je décide de venir m'installer à Nantes. Donc et là, c'est un choix dangereux et j'en reparlais avec un associé d'EY qui me le disait. Il me dit: «C'était pas si évident». J'avais pas conscience que c'était un choix dangereux. J'avais pas conscience que c'était un choix dangereux et pourquoi dangereux? Parce que très clairement, est-ce que cette stratégie Oui, oui, régionale allait marcher? tout Est-ce à fait. que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que finalement on n'allait pas faire 2 catégories d'associés, des associés provinciaux, des associés parisiens? Je sais pas. Mmh. I tout était en train de se mettre en place là Bien sûr. et on ne sait pas comment ça va se mettre en place. Mais moi, je me posais aucune de ces questions-là. Je trouvais, en revanche, qu'il y avait 2 éléments qui étaient extrêmement forts pour moi. Premier élément, c'était de piloter le déploiement d'un cabinet. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, c'était ma boîte, donc là, j'allais être dans un environnement comme si j'avais créé mon cabinet à Nantes, hein, parce que quand on arrive à Nantes, il y a un associé qui est là, il y a moi en tant que senior manager, un jeune collaborateur qu'on vient de recruter et une assistante. Alors donc vous Oui, voyez, c'est minimaliste. voilà Mmh. et 1 chose, c'est de dire: «Voilà, je vais me retrouver dans un environnement où moi j'aime bien. Ça me plaît, ce côté, il va falloir» et la deuxième chose, c'est que si ça marche pas, j'aurais ainsi acquis tous les ça je l'avais bien identifié à l'époque. J'aurais acquis tous les ingrédients pour pouvoir créer mon propre cabinet Mmh. et aller quitter EY et aller rejoindre un autre cabinet en libéral et revenir à mes premières amours. Mais les risques, le fait que c'était un choix risqué, non, je le savais pas à l'époque. Oui, mais du coup, d'une certaine manière, vous avez votre plan B, grosse maille, on va dire, Mmh. et qui est pas tant un plan B, pour vous parce que c'était à un moment donné le plan A donc Oui. bon voilà, Bah, j'ai toujours voilà. on le voit, hein, quand, je choisis, Sciences Po, j'ai passé le CAPA, j'ai
j'essaye de me dire, à grosse maille, comme vous dites, si jamais ça se fait pas, comment tu peux retomber sur tes pieds? Ouais. Ça, j'ai toujours eu cette idée en tête. Voilà. Et puis même, enfin, si on fait un lien avec, justement la posture de l'entrepreneur, Mmh. il y a quand même cette relation à projeter, le scénario où ça marche pas. C'est quand même pas évident. Dire quand on est un entrepreneur, moi par exemple là aujourd'hui avec les grandes épopées, j'imagine beaucoup plus facilement le projet qui se développe, Mmh. plus que le projet qui ne réussit pas. Mais quand on échange avec des personnes qui, ont pas le nez dedans, souvent ce qu'ils disent c'est: «En fait, il faut quand même poser les scénarios où ça marche pas» et en Exact. fait là, votre ce que Et vous ça, me disiez, j'ai c'est l'impression que c'est un peu si on ça, fait le quoi. parallèle avec Ouais. 60 000, c'est un vrai sujet, un vrai sujet qu'on évoque. C'est vrai qu'on dit souvent, que l'entrepreneur, vous voyez, il y a une possibilité, on parlait tout à l'heure de l'assurance chômage. Très peu d'entrepreneurs prennent une assurance chômage parce que pour eux, et ça rejoint bien ce que vous dites, le projet va marcher. Si je fais un projet, c'est pour qu'il marche. Et pour moi, le fait de et c'est ça que qu'on essaye de passer, notamment en partie prévention quand, on témoigne de ce que nous disent les entrepreneurs, de ce qu'ils ont vécu après d'entrepreneurs qui, eux, sont en bonne santé, mais en leur disant: «Attention», c'est ce concept de la roue de secours. Mmh. Je vais m'expliquer, mais c'est de dire, à un moment donné, quand vous prenez votre voiture, vous pensez pas à la roue de secours qui est dans le coffre. Mmh. Non, c'est pas, pas pour vous, voilà. Mais vous savez bien que si vous crevez, alors vous allez me dire: «Maintenant, il y a plus de roue de secours, mais il y a des bombes ou je sais pas quoi», mais peu Mmh. importe, c'est pour l'image. Oui, oui, bien sûr. Heu et c'est de dire à un moment donné que si ça crève, vous avez cette roue de secours. Et bien donc je pense qu'il est important, et on le dit aux entrepreneurs, que quand vous créez, que vous associez avec quelqu'un, mettre un pacte d'actionnaires au cas où ça se passe mal avec quelqu'un, c'est pas idiot. Mmh. Et ça, beaucoup ne le font pas. Parce que, bah non, c'est un pote, on s'entend bien, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça va pas mal se passer. Bah si, ça peut très bien mal se passer. Mmh. Et donc, Je précise, juste pour les auditeurs, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est la conséquence de plusieurs milliers d'entrepreneurs que vous avez accompagnés avec l'association et donc c'est de la data réelle du monde, enfin du terrain. Je veux dire, c'est du terrain là. c'est des situations types, c'est pas votre analyse, Non, non mais, non, voilà. c'est ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on a identifiées quand effectivement, chez 60 000, 1 650 entrepreneurs accompagnés l'année dernière. Donc, il y a de la data, comme vous dites, hein. Donc, effectivement, dans les causes, dans les éléments qui ont conduit malheureusement l'entreprise à aller au tapis, celle-là, le fait, d'avoir une mésentente entre les associés, parce que maintenant on crée quand même de plus en plus à plusieurs, Et sans et cadre, du et coup, hein, et et sans sans cadre. cadre, eh bien ça peut conduire à ça. Donc et ça, c'est ça ces roues de secours, c'est ça ces plans B, même s'ils sont pas, et on les oublie. C'est comme le contrat de mariage, quand on fait un contrat de mariage, bah, on pense pas qu'on va divorcer et on met ça dans un placard et on s'en servira peut-être jamais toute sa vie. Mmh. Donc c'est ça qui est fondamental, et ça je l'avais, je sais pas pourquoi. Alors certains diront que voilà, j'étais quelqu'un de prudent et je sais pas, mais j'avais ça en tête de dire à chaque fois: «Essayons de regarder si ça se déroule pas comme prévu, comment on peut, s'en tirer?» entre guillemets. Ouais, mais c'est aussi pour ça que, il y a forcément un lien finalement entre ce que vous avez vécu et ce que vous faites aujourd'hui. Et en même temps, ces messages-là, quand on les a pas forcément entendus, parfois en fait, on le fait pas, juste parce que personne ne nous l'a dit en fait. Et oui. C'est parfois aussi bête que ça. Mmh. J'étais à une émission, je sais plus quand, où on parlait sur entreprendre en couple. Mmh mh. Et donc j'avais un homme et une femme, et 2 couples qui étaient là et qui travaillaient ensemble. C'est super, c'est des belles aventures, et à un moment, on est venu justement sur ce pacte d'actionnaires, parce qu'ils étaient Mmh. tous les 2 actionnaires de la boîte. Mmh. Et une des 2 femmes, qui était présente a dit: «On est en train de travailler dessus». Donc vous voyez, ça Mmh. montre bien que même si on entreprend en couple, il faut le faire. Ouais, ouais, Parce qu'on peut divorcer et ça a des conséquences, malheureusement, sur l'entreprise. le message est très clair. Si on revient du coup à votre parcours, on est là dans la période où vous déroulez, on va dire, ce projet régional à Nantes, que finalement ça donne satisfaction, par rapport à ce que vous aviez imaginé? Ça grandit extrêmement bien, et ça confirme que la stratégie qui avait été mise en place ou décidée de dire: «Il faut s'implanter, en région et aider, des belles
PME ou ETI régionale à se développer, elle était bien vue, elle était gagnante et là, on a effectivement un développement extrêmement fort de nos activités régionales, y compris dans le Grand Ouest. Là, on vit une période où au départ, on n'est qu'une activité audit. Ensuite, on a une activité juridique et fiscale qui vient s'implanter à Nantes parce que là, on a des besoins par rapport à nos clients sur ces questions-là. Après, on a une activité conseil qui se met en place également à Nantes et enfin une activité pour faire des transactions, achat-vente d'entreprise. C'est une période, extrêmement alors bien sûr, c'est des hauts et des bas, hein, vous savez quand on refait l'histoire, mais et honnêtement sur le trend Oui, c'est ça. global sur cette période-là, extrêmement, extrêmement positif. On décide, un peu contre l'avis de EY, au niveau national d'ouvrir un bureau à Rennes. On frôle la catastrophe, de près donc pour nos amis parisiens, alors qu'on était implanté à Nantes, avoir un bureau à Rennes, compte tenu de la distance des 2 villes, ça n'avait pas de sens. C'était une méconnaissance complète du Du terrain. du terrain, du Ouais. territoire et des entreprises et autres et donc nous, on en était convaincus, mais on n'avait pas réussi à convaincre nos instances parisiennes. Donc à un moment un peu, en fronde avec, là on ose, hein, là c'est devoir d'oser, là on ose et on crée quelque chose et on met des collaborateurs. On n'avait pas de locaux et il y a un partenaire, un expert comptable qui était local, qui était partenaire, qui nous dit: «Bah, si vous voulez, j'ai des bureaux un peu grands, je peux vous héberger» Mmh. et il héberge donc les 3 ou 4, 5 collaborateurs. Là, c'est le démarrage du bureau de Rennes et au bout d'un an, l'expert comptable en question, il nous débauche tous les collaborateurs. Ah ouais! Et voilà. Et là, on repart à zéro et sur un truc qu'on avait fait un peu en marge du national. Donc là, on se dit là, à tous Mmh. les coups, on va se faire attraper par la patrouille, passez-moi l'expression et là, on va nous dire: «Vous arrêtez vos trucs» et là, on retrouve quelqu'un qui accepte de prendre le flambeau et on repart. Et mais là, on se dit: «Oh, on a toujours plusieurs possibilités d'échouer», mais là, on se dit quand même, là, ça devient compliqué et là, on repart et heureusement qu'on repart et on repart bien et là, le bureau de Rennes aujourd'hui, c'est voilà, avec une croissance externe derrière et autres. Donc c'est pour vous montrer, quand je parle Mmh. de haut et de bas, c'est une vie de plusieurs années, elle est faite de plein de choses comme ça et de grands moments de solitude. Et là, je parle par rapport à la stratégie de développement d'un bureau régional. Là aussi, quand on ouvre une activité, on prend un collaborateur, il fait pas l'affaire. Puis il y a aussi le métier lui-même. Le métier, qui est un métier, d'auditeur avec un engagement, qui est quand même fort et là, il y a des moments aussi dans ma vie professionnelle, des moments très, très compliqués. Ça crée je pense le lien, chez nos auditeurs avec, ce que moi en tout cas j'ai lu comme étant, un début de chemin vers, ce que vous avez vécu ensuite avec 60 000 rebonds. Ces premiers échecs où c'est vous finalement au fond qui vivez le truc? Bah, il y a plusieurs choses. Je dis pas que c'est parce que j'étais confronté à ces échecs que j'ai été sensibilisé aux échecs des entrepreneurs. C'est plus, la façon dont j'ai ressenti les autres par rapport à mon échec et qui fait vraiment écho à ce que peuvent ressentir les entrepreneurs de la part de leur environnement par rapport à leur échec. Très clair. Qui me fait, Le regard des autres en fait. c'est le regard de l'autre et ça revient vraiment sur quelque chose qui est très fort et à titre familial, j'avais déjà eu, pas moi-même, mais dans mon cercle familial, à vivre des épreuves, qui ont touché mes 2 frères et autres, des épreuves très dures, dont un frère a même fait de la prison et de voir le regard des autres, alors que je savais, pertinemment qu'il n'avait pas été fraudeur et qu'il avait fait les choses correctement. Mais de voir le regard des autres, je trouvais que c'était injuste par rapport à cette épreuve qu'il vivait, voilà. Et j'ai retrouvé ça quand moi, il m'est arrivé, dans ma vie professionnelle, en tant qu'auditeur, bah, d'être confronté à des moments où vous avez signé des comptes, dit qu'ils étaient bons et ils étaient faux. Il faut appeler un chat un chat. Et on vous reproche, on vous dit: «Bah, attendez, tu as signé les comptes, tu étais là pour vérifier qu'ils étaient bons et en plus tu t'appelles EY, hein, c'est pas Philippe Fourquet, Mmh. hein, donc et ils sont faux». Et là, ta responsabilité, la responsabilité du cabinet et ton rôle en tant qu'associé au sein de cette communauté d'associés, il est sur la sellette Mmh. en disant: «Mais Fourquet, est-ce qu'il fait bien le boulot?» quoi. Donc je caricature et Vous avez vécu ça, à un moment donné, spécifiquement ce que vous êtes en train de raconter, vous l'avez vécu une fois oui. et à ce moment-là, si vous plongez vraiment dans cette histoire-là, vous avez ressenti quoi justement sur ce regard des autres? C'est une toute petite boîte dont j'étais commissaire aux comptes et il y avait eu, des personnes qui avaient fraudé, mais qui avaient fait une fraude très significative.
Parce que la fraude, effectivement, un commissaire aux comptes, il n'est pas là pour Mmh. faire des travaux, pour la détecter, mais quand elle devient significative, je suis désolé, il doit la voir. Et là, on l'avait pas vu, on l'avait pas vu. Et donc, la maison mère, très étonnée, grand groupe, qu'on n'ait pas vu cette fraude, que fait votre associé? L'associé qui signe les comptes de la maison mère, qui a un gros enjeu, pareil. Et là, j'ai le regard des autres. Là, j'ai le regard de l'associé, parisien ou qu'il soit parisien, lyonnais ou autre, peu Mmh. importe, de l'associé qui est en charge du gros dossier et qui se retourne vers moi, mais qui dit: «Mais qu'est-ce que tu as bricolé, quoi? Qu'est-ce que tu as fait là-dessus?» Et là, pas de dire, voilà, je voudrais comprendre. Mmh. Je voudrais comprendre, je voudrais qu'on explique qu'est-ce qui a pu se passer? Comment ça a pu passer à travers les mailles de notre filet? Parce que c'était passé au travers des mailles du filet parce que c'était bien monté. Mais c'est le jugement a priori. Mmh. C'est: «Mais il y a une chose qui a pas été découverte, mais qu'est-ce que tu as fait?» Et Mmh. c'est pas, voilà, et ça je Là, on parle d'une question de posture, en fait. oui, Mmh. de regard et de Mmh. posture de l'autre et aussi d'injustice. Parce que pour dire qu'il y a erreur et qu'il y a faute, ou anomalie, il faut comprendre, il faut analyser et il y a des parts, qui seraient de ma responsabilité, d'autres personnes et autres. Mais c'est ce jugement a priori, Mmh. c'est de dire, «Tu as fait défaut», et comme on dit: «Tu as échoué en matière d'un entrepreneur, donc tu es un mauvais, tu es nul». Et ça, je l'ai ressenti là. Je l'ai ressenti. Alors, peut-être qu'ils ne le pensaient pas tous comme ça. Peut-être qu'il y a une part d'auto-stigmatisation. Je me suis, représenté que les autres me regardaient différemment du Mmh. fait de ça. Peut-être. Mmh. Mais ça, je l'ai vraiment vécu et vraiment vécu, de façon, dure et ça fait le pont sans commune mesure. De toute façon, ces réactions par rapport à un échec, il y a pas de degré C'est dans ça, hein, il y a pas de degré, il y a pas ce des que j'allais échecs dire, ouais, il y a pas plus plus ou moins, en fait. plus forts Mmh. que d'autres, comme il y a pas de c'est la façon dont vous les vivez qui est importante. Peut-être parfois des échecs pour d'autres qui pourraient apparaître, relativement mineurs, sont vécus très, très mal et ont vraiment des conséquences extrêmement fortes. Et ça fait vraiment le pont avec 60 000, avec cette injustice d'ailleurs je le cite souvent, qui est de juger a priori, de considérer que parce que l'entreprise est allée au tapis, c'est l'homme qui a fait défaut et alors qu'il faut distinguer les deux. C'est c'est l'échec d'un projet, c'est pas l'échec d'un individu. L'échec ne résume pas la personne. Les qualités, c'est ce sur quoi on travaille énormément, chez 60 000. Les qualités de la personne sont les mêmes. Que c'est Thomas Coville qui citait ça. C'est pas parce que tu as échoué qu'on ne t'aimera pas autant qu'avant. Je fais juste un arrêt sur image sur ce que vous venez de dire là, cette idée, parce que c'est une question de seuil. Pour utiliser une image, c'est un peu comme l'histoire de l'interrupteur où on appuie, on appuie, on appuie, puis à un moment donné, ben, en fait, on passe de on à off. Un entrepreneur, il est souvent sur la ligne de crête. Il peut passer d'un côté ou de l'autre. Il y en a un, il va finir par résister parce qu'il a fait des choses ou parce qu'il y a des contextes aussi favorables, exogènes, etc. Et il y en a un autre, bah, pas de chance, il y a quelque chose qui Ça se bascule. produit et ça bascule. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand on réalise à quel point ça se joue à rien et Mmh. qu'on voit la conséquence de ce rien sur la vie des gens, Eh oui. c'est fou, en fait. Et du coup, il y a moi, ce que je ressens, c'est que du coup, il y a un sujet de il y a un devoir de casser cette image-là et d'explication et d'éclairer, en fait, les gens sur cette réalité. Je pense qu'il est fondamental. Ah c'est fondamental et à tel point que pour 60 000, pour nous, c'est fondamental. Bien sûr, il y a l'accompagnement des entrepreneurs et qui est essentiel et qui consiste à mobiliser nos 2 800 ou 3 000 bénévoles. Mais ce changement-là, contribuer à changer ça, à changer ce regard, à changer cette posture que l'on peut avoir sur, l'échec et pas uniquement sur l'échec entrepreneurial d'ailleurs, hein. Donc, dans notre société, elle est fondamentale. Alors souvent, on fait la comparaison disant: «Oui, les pays anglo-saxons, l'échec n'est pas considéré» et c'est vrai, l'échec n'a pas le même impact, hein, même si les choses évoluent chez nous, hein, je le pense, mais ça reste quand même stigmatisant, ça reste quand même quelque chose de vécu, pas comme une expérience, mais vécu comme un traumatisme, qui l'est d'ailleurs, hein. Attention de ne pas banaliser, mon propos n'est pas de banaliser l'échec, hein. L'échec est traumatisant,
mais on peut en faire quelque chose, entre guillemets. Et alors qu'aux États-Unis, effectivement, eux sont dans une logique. Est-ce que c'est le système éducatif? Est-ce que c'est le côté pionnier des Américains au début de la fondation des États-Unis qui fait que ce côté-là est présent? En tout cas, notre société considère encore l'échec comme quelque chose de négatif par rapport aux personnes qui le vivent. Et donc ça, il faut qu'on change. On travaille beaucoup dessus chez 60 000 rebonds. C'est vraiment un sujet très fort. Pourquoi? Parce que pour nous, ça va, si on change ça, ça va libérer les énergies, ça va libérer l'envie d'entreprendre. Mmh. On s'aperçoit encore quand on regarde des sondages sur des personnes qui ont envie d'entreprendre, la peur de l'échec, d'entreprendre, s'ils entreprennent, elle reste forte. Changer ce regard sur l'échec, c'est aussi libérer l'énergie, l'envie d'entreprendre. Et c'est aussi, et là plus directement lié à 60 000 rebonds et globalement à la prévention des difficultés des entreprises, c'est faire que l'entrepreneur, il va accepter de demander de l'aide plus vite, plus Mmh. tôt, ce Mmh. qui permettra peut-être de sauver la boîte. Et en tout état de cause, même s'il ne la sauve pas, il acceptera d'aller taper à la porte de 60 000 rebonds pour venir se faire aider. Là-dessus d'ailleurs, c'est fou aussi, ce décalage entre la réalité des chiffres et les perceptions quand on est entrepreneur ou quand on n'est pas d'ailleurs entrepreneur. C'est-à-dire, on sait pertinemment que l'écrasante majorité des projets entrepreneuriaux, ça marche pas, quoi. Enfin, il y a un risque en fait que ça marche pas. Et pourtant, encore une fois, par définition, quand on se lance, on se dit pas qu'on va échouer. Mais les chiffres disent l'inverse. Oui, bah, on sait très bien que on parle d'1 200 000, je crois que c'est les derniers chiffres qui sont sortis pour 2025 de création d'entreprises. Bah, on sait très bien qu'il y a 3 ans, sans accompagnement, il y en a une sur 2 qui va au tapis. Mmh. On sait très bien que dans ces 1,2 million, combien vont en vivre? Combien arrivent à tirer un revenu décent de ça? Donc effectivement, il y a cette image de dire, souvent on dit, dans notre pays, il faut pas réussir, il faut pas échouer. Réussir, c'est suspect et échouer, c'est parce qu'on n'est pas bon. Mais la réalité de terrain que vous évoquez, elle est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus difficile. Des gens qui tiennent leur boîte alors qu'ils ont 3 ou 4 salariés, ils n'arrivent pas à se payer, ils tiennent parce qu'ils font vivre des familles, parce que c'est ça cette réalité de terrain. Donc cette injustice, on revient sur mon sujet, qui consiste à dire quand ils échouent, c'est des nuls ou c'est pas possible, c'est pas bon. Et cette injustice, elle me révolte. Alors bien sûr, il y a toujours des patrons voyous, comme il y a des commissaires aux comptes ou des experts comptables voyous. Il y en a dans toutes les professions, il y en a partout. Mais c'est pas de cela qu'on parle. L'écrasante majorité sont des gens qui, au quotidien, se lèvent pour faire vivre des familles, pour développer un projet, pour essayer. Et c'est pas pour essayer de le revendre à une grande boîte américaine en faisant 3 millions de plus-value ou 5 millions de Oui, oui. plus-value. C'est pas ça qui est derrière. Ce vrai tissu entrepreneurial de 3 4 millions de PME, TPE, bah, ce tissu-là, c'est des gens comme ça. Et c'est ça qui crée la richesse économique de notre pays. Et ça, faut vraiment l'avoir vraiment en tête. Et quand on commence à stigmatiser certaines de ces personnes qui ont échoué, plutôt que de dire comprends ce qui s'est passé, analyse un peu comme pour mon histoire de certification qui n'était pas bonne, et corrige le tir Mmh. pour le prochain projet. Corrige le tir et tu seras plus fort. C'est l'histoire de Philippe Rambaud et il me le racontait. Et c'est pour ça que Philippe, dès le départ, a voulu mettre chez 60 000 en finalité, contribuer à changer le regard. Philippe, quand il avait sa boîte, il va aux États-Unis, il veut ouvrir une filiale, il rencontre un fonds d'investissement disant voilà, je voudrais me faire financer cette filiale aux États-Unis. Il lui demande quelques questions. Quel est votre parcours d'entrepreneur? Combien vous avez eu de boîtes? Lui, en bon français, c'est ma première boîte. Vous n'avez pas connu de haut et de bas et d'échecs? Oh non, 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 rien. Moi, c'est un parcours linéaire, tout va bien. Ils lui ont rien dit. Ils l'ont pas suivi. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir échoué pour réussir. C'est pas l'échec n'est pas un diplôme. Mais je pense que cette vie, elle est faite de haut et de bas. Comme vous dites, on est sur une ligne de crête. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont bénévoles dans 60 000 rebonds ou qui sont mécènes chez 60 000 rebonds nous le disent. J'ai rencontré des échecs, j'ai rencontré des erreurs. La seule différence avec ceux qui sont chez 60 000, c'est qu'elles n'ont pas tué la boîte. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment Mmh. la grande différence. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. Et donc c'est ce sur quoi on se mobilise, on Et va si dire. et si on Pour revient du l'exprimer. coup au moment où vous aviez vécu vous, juste ce sentiment-là, comment vous en êtes sortis? Mal, mal, je vais être très clair, j'ai travaillé sur moi. Je pense que, on l'évoquait pour nos entrepreneurs,
Ces sujets-là, quand on les vit mal, hein, comme je le dis, c'est difficile d'en parler dans la famille. C'est difficile d'en parler avec des collègues, même si certains collègues sont proches et comprennent et ceci et cela. Puis au bout d'un moment, on saoule tout le monde avec nos trucs. On considère que c'est notre problème et c'est le seul problème qui existe du moment et les autres commencent à dire: «Bon écoute, bon voilà, relativisons». Le fait de se faire accompagner par quelqu'un, externe, c'est grâce à mon épouse, en fait. Parce que moi, pour moi, aller voir un psy ou parler à un psy, c'était, bon, j'ai pas de problème, tout va bien. C'est la réaction, on le voit dans des films ou autres. J'ai Mmh. pas de problème, pourquoi j'irais voir un psy? Ben non, justement, ça permet de libérer libérer cette parole, libérer ce qui nous pèse extrêmement fortement. Et d'ailleurs, si on fait le parallèle avec, 60 000, le travail que font les entrepreneurs qui arrivent chez 60 000 rebonds avec leur coach, un coach bénévole qui va passer 7 séances de coaching avec eux, d'une heure et demie chacune. Ils découvrent un monde qu'ils ne connaissaient pas, ce monde du coaching, de la prise en charge par quelqu'un. C'est extrêmement fort. D'ailleurs, quand on fait des études à la fin de leur accompagnement, on leur dit: «Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?» Souvent, ce qui arrivait en tête, c'est le coaching. Et le fait d'être accompagné, ça m'a beaucoup aidé parce que on a tous, et moi le premier, envie de donner une bonne image aux autres, quoi, Bien sûr, ouais. que les autres, on est tous, animés par ça, plus ou moins, hein, et moi, en tant que petit dernier d'une fratrie de 3, voilà, j'ai été un peu élevé là-dedans, le petit dernier, voilà, ça permet de relativiser ce regard des autres, énormément. De libérer une parole, comme je le disais, et de cheminer, et honnêtement, vous voyez, j'ai fait plusieurs années comme ça de thérapie. Je dis pas que les épreuves, je les vis bien, parce que j'en ai eu d'autres, mais je les analyse différemment déjà, à titre Mmh. personnel. Je les regarde différemment. Je ne considère pas que tous les regards sont tournés vers moi. Mmh. Je les relativise aussi par rapport à ça, et ça me permet de les passer bien mieux. En Voilà. fait, j'ai l'impression dans ce que je vous entends dire, en fait, il y a un geste un peu technique à faire là-dedans, c'est de zoomer sur la situation et de la saucissonner d'une certaine manière pour en voir, les subtilités, ce qui est plutôt de mon fait, ce qui est positif, ce qui est exogène, ce qui est en cassant finalement le problème en plein de petits morceaux de problème, on a potentiellement un peu plus de prise. Ça veut pas forcément dire que la conséquence du problème va être, moindre, Oui. mais au moins on sait sur quoi, repartir. Moi, je sais que dans, l'entreprise où j'étais avant, c'était une méthodologie qu'on appliquait pour résoudre les problèmes. On disait: «Ah là, le problème il est trop gros». En fait, faut décomposer, faut réduire la taille du problème. Sinon, on ne sait pas par quoi Ouais, commencer. et ça vous permet aussi de faire ça, ça vous permet, on le voit bien chez 60 000, de sortir de postures qui sont soit des postures de déni, de dire: «Le problème, c'est pas moi, bon, OK, ils ont dit que j'avais signé les comptes et qu'il y avait une fraude, mais c'est le fraudeur, et c'est lui qui a fait tout le truc et moi, j'y suis pour rien». Ça, c'est la posture de déni, ou la posture de culpabilité extrême qui est Mmh. l'inverse, de dire: «J'ai tout fait mal, j'aurais dû le voir à tel endroit, et le décomposer, le sujet, c'est de permettre en toute lucidité de prendre sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé, et il y en a une, et de voir aussi ce qui est exogène, ce Mmh. qui est de facteur exogène, ce qui vient de la responsabilité d'autres, et ça, c'est un travail que font les coachs, chez 60 000, et qu'on fait et que j'ai fait quand, j'étais accompagné et autres par rapport aux situations que je vivais. C'est en les décortiquant, et on grandit, tous, parce que en mettant le doigt sur la part de responsabilité qui est la sienne, eh bien, on le conscientise, on le met sur la table, et là, on va pouvoir travailler là-dessus pour éviter de le recommettre, de commettre la même Mmh. erreur ou autre, dans un projet futur. Parce Et que donc c'est en cela qu'on a une vraie montée en expérience. oui, parce que c'est ça. D'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus. De ma compréhension de l'action de 60 000 rebonds, évidemment, il y a plein de valeurs, mais celle-là en particulier, c'est-à-dire cette capacité à permettre aux entrepreneurs de se remettre dans une dynamique où, bien que ce qu'ils ont vécu reste avec eux, enfin, je veux dire, ils le regardent tout au long de leur vie, mais ils peuvent faire différemment, rebondir justement en faisant un nouveau projet, soit en intrapreneuriat, soit en salarié, soit en à nouveau en entrepreneuriat, et d'une certaine manière, si on dégrossit, le sujet, à l'échelle de nous, société, française,
on est plus résilient, on va plus dans le bon sens parce que c'est des personnes en fait qui ont beaucoup de valeur pour collectivement, on va dire, C'est pour la ça. société. La cicatrice, hein, par rapport à ce que vous dites, la blessure de l'échec de l'entreprise ou de ce qui s'est passé dans cette certification que j'aurais pas dû faire, elle est toujours là. Mais on va vivre avec. On va apprendre d'elle et on va être encore plus résilient et plus fort par rapport à ça. Et je pense que c'est globalement ce mécanisme-là, et c'est ça qui devrait être appris dans les écoles. C'est pas de dire, voilà, pas de dire: «Tu as une mauvaise note», c'est d'analyser pourquoi tu as une mauvaise note, c'est d'analyser aussi les mots dans la dictée que tu as bien écrit, et c'est d'être dans une construction de quelque chose qui fait qu'on s'enrichit quand on sort de ce qui s'est passé avec le mauvais devoir et l'autre, et de ne pas le subir, de le comprendre, et ça, c'est fondamental. Du coup, peut-être pour expliquer une action que vous essayez de mener en ce moment justement avec 60 000 rebonds sur ces questions-là, vous expliquez que votre ambition, c'est d'agir aussi un peu plus en amont, en tout cas, pas que vous, mais en tout cas avec l'écosystème de tous ceux qui doivent agir sur cette évolution du regard vis-à-vis de l'échec. Qu'est-ce que vous êtes en train d'initier justement Là-dessus, on a un groupe de bénévoles, à un moment donné, qui s'est réuni dans une des associations territoriales de 60 000 rebonds. Hein, parce qu'on a une dizaine d'associations un peu partout sur le territoire. Et là, il y a un groupe qui s'est réuni, et en ayant comme objectif, comme feuille de route, comment contribuer à changer ou comment changer le regard sur l'échec. On est arrivé à la conclusion déjà, pour changer le regard sur l'échec entrepreneurial, c'était l'échec tout court qu'il fallait traiter. C'était la façon dont cet échec était perçu dans notre société, à l'encontre des entrepreneurs, mais de façon plus globale. Mmh. Donc ça touchait le grand public. Et ça touchait certainement, et ça c'est clair, les plus jeunes. Et que c'était souvent là que ces notions ou ces a priori, cette façon de réagir par rapport à l'échec, ça se formait là, ça se forgeait là, et ça a continué d'être là, au fond, pendant de nombreuses années. Donc il fallait toucher les plus jeunes. Grand public, toucher les plus jeunes. On a des définitions de l'échec. On pourrait vous dire, voilà, c'est un projet qui finalement n'a pas abouti. L'échec, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. L'échec, c'est quelque chose qui va remettre en cause, au fond de vous-même, un certain nombre de choses auxquelles vous croyez, auxquelles vous êtes attaché, mais c'est très individuel parce que chacun a ses propres Son système croyances, de ses valeurs. voilà. Mmh. Et c'est quelque chose qui va impacter ça, mais qui va l'impacter fortement. C'est pas la simple définition du projet qui a pas abouti, oui, ça c'est clair. Et là, on n'est pas tous égaux, hein, on le disait tout à l'heure, on peut avoir des répercussions qui sont pas les mêmes. Et donc là, par rapport à ça, pour reprendre le fil de votre question, on est tombé d'accord sur le fait de dire: «Il faut faire un ouvrage illustré, faire une bande dessinée». Parce que alors, il y avait Un monde sans fin, il y avait eu des Mmh. bandes dessinées qui avaient Une bonne bien dynamique marché, sur le sujet. bonne dynamique Mmh. sur le sujet, et c'est un bon vecteur pour passer des messages. On va faire une bande dessinée. Puis là, vous savez, c'est formidable. Moi, j'adore ces groupes, de personnes, et notamment chez les entrepreneurs. C'est aussi ça qui fait que je suis très, très admiratif et attaché. On est parti dans tous les sens, puis à un moment, on s'est recadré. Puis à un moment, on a dit: «Il faut faire la bande dessinée». Mais là, on s'est tous regardés et on s'est dit: «Mais on n'a jamais fait de bande dessinée. Comment ça se fait une bande dessinée?» Alors il y en a certains, ils sont partis dans des librairies, à Nantes et autres. Ils se sont assis, par terre, ils ont ouvert des BD, ils ont regardé comment les BD étaient faites, ils ont regardé les noms des dessinateurs, les noms de tout ça, et ils se sont dit: «Ah bah voilà, une BD, oui, ah bah voilà, oui, ça peut être pas mal, et ceci et cela». Et là, il y a eu un alignement de planètes, comme souvent, c'est les concours de circonstances, c'est des rencontres. On a rencontré quelqu'un qui est spécialisé dans les BD, et qui nous a dit, on lui a présenté notre projet, et il nous a dit: «Votre projet, il est super. On y Mmh. croit». Le projet, c'était quoi? C'était mettre en valeur avec 14 histoires. Alors, c'est 14. Au départ, c'était beaucoup plus, mais on a réduit à 14. 14 histoires de vie, pas uniquement d'entrepreneurs. Mettre en avant à la fois les épreuves, échecs qu'ils ont rencontrés, et leurs rebonds, et qu'ils en parlent tout à fait librement. Et que ça soit pas uniquement des personnes célèbres, que ça soit monsieur, madame, tout le monde, mais aussi des personnes un peu plus connues, Mmh. des hommes, des femmes, pas uniquement des sportifs, des hommes politiques, voilà. On a fait un autre pari qu'on a découvert après, c'est de ne pas prendre pour les 14 histoires le même dessinateur, faire Mmh. plusieurs dessinateurs, donc des planches qui sont
pour chaque histoire un peu différente, ce qui est toujours intéressant en termes de varier le style, quoi. Puis ça dit quelque chose aussi du fait que chaque expérience est singulière. Voilà. Puis après, on s'est dit: «Mais comment on fait pour aller?» Parce qu'il faut aller dans les écoles et 60 000 rebonds, c'est pas dans sa vocation d'aller taper à la porte du ministère de l'Éducation, d'aller voir les professeurs, les enseignants et autres pour leur dire ça. Donc on s'est dit: «Mais il y a des gens, des associations pour lesquelles c'est un peu leur zone de génie». Ça, je Mmh. crois beaucoup à ça. C'est quelque chose qui était mis en avant par BPI France. Travaillons chacun sur nos zones de génie et OK. la zone de génie de certaines associations, c'est d'aller parler et d'avoir les portes ouvertes dans les collèges, les lycées, les entrepreneurs étudiants, des post-bac et autres. Et donc on s'est rapprochés de ces associations et on leur a dit: «On pourrait monter quelque chose ensemble. Nous, on vous fournit gratuitement les BD», puisque l'ouvrage avait été financé par des mécènes, donc on n'avait pas vocation à en faire une opération, commerciale. Et puis on vous fournit les BD, vous en faites un outil pédagogique et vous allez et nous, on peut aller avec vous si vous le souhaitez, dans les classes, avec les professeurs, parler aux collégiens, aux lycéens sur ces sujets-là. Génial. Et ça, je pense que là-dessus, on a un grand nombre de BD, hein, on a un programme qui va s'étaler sur plusieurs années. C'est la dimension de 60 000 rebonds. On en parlait, on en a déjà parlé. C'est pas dire que ce qu'on fait avec nos entrepreneurs au quotidien, c'est fondamental. On a accompagné 1 600, si demain on peut en accompagner 2 000, 2 500, bien évidemment, et là-dessus, ça remet en aucune façon en cause ça. C'est cet engagement, cette cause qui nous dépasse, qui va au-delà. On pourrait dire: «Oui, 60 000, c'est des entrepreneurs qui aident d'autres entrepreneurs», et c'est vrai, et je ne le nie pas, c'est Ouais. vrai. Mais Mais c'est c'est une lecture, permettons le terme, un peu basique pour moi. voilà, Voilà. mais 60 000 Mmh. rebonds, c'est aussi un plaidoyer pour contribuer à changer le regard sur l'échec, aider à ce que dans notre pays, cette envie d'entreprendre sa vie, c'est pas d'entreprendre, de créer des boîtes. On pourrait dire: «Il fâche encore pour, ça». Non, non, d'entreprendre sa vie. Alors vous allez dire, quand on regarde mon parcours, comment j'entreprends ma vie? Si, on l'entreprend d'une certaine façon. Il y a un moment où on fait des choix. Quand il faut décider de quitter Paris pour venir, en province et qu'on n'est pas sûr que ça va marcher, bah, on fait un choix. Quand on dit on se retrouve de chez, Henrieux et Associés, chez EY, et qu'on se dit: «Mais qu'est-ce que je fous là dans un truc comme ça? Est-ce que j'y reste, j'y reste pas?» On fait un choix. Je joue le jeu. Personnellement, je suis convaincu de ça, hein. Je devrais sinon je ferais pas ce que je fais. Et c'est en cela qu'on entreprend, c'est en cela qu'on essaie d'entreprendre sa vie. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, Mmh. mais au moins on aura osé. On aura osé, et je pense aussi que Et ça chacun a sa ça mesure aussi. ça renvoie aussi, même en tant que salarié, ces sujets-là sont fondamentaux. Même en tant que salarié, on peut dire: «Oser dans son entreprise». Si on y travaille dedans, qu'on s'épanouit, qu'on a des perspectives d'avenir, qu'on a une capacité à faire des choses passionnantes et au quotidien, mais c'est formidable. Il y a aussi la question d'être en capacité, et du coup, il faut aussi former les gens, mais à qualifier, en fait, les contextes des entreprises. C'est-à-dire, est-ce que je suis en capacité de, pendant mon process de recrutement, réaliser que, j'ai un alignement de valeurs avec la culture de Mmh. l'entreprise, j'ai une entreprise qui, s'intéresse pas que à mon job, mais à qu'est-ce que je viens faire finalement pour contribuer au projet d'entreprise. Et en fait, ça, je dis ça parce que, il y a quelques années, quand j'étais étudiant, honnêtement, je pense que je croyais pas du tout à ça. En fait, c'est un des sujets sur lesquels j'ai totalement changé d'avis. Je pensais très très sincèrement que toutes les entreprises qui venaient nous voir, j'ouvre de gros guillemets, mais «servaient leur soupe» entre guillemets. Oui, C'est un peu comme ça que je le ressentais. sortant de propos. Et en fait, j'ai réalisé, après avoir travaillé un peu, qu'il y a vraiment des singularités dans les boîtes et que cette notion de culture d'entreprise, c'est si on la comprend pas, ben, ça c'est un autre sujet, mais elle existe. Elle Parce existe. qu'il y a des gens, en fait, ils sont là ensemble. Elle existe toujours. Dire, on peut faire le parallèle avec un groupe social, quel qu'il soit, une famille, une association. Il y a une culture, et donc le sujet, c'est d'ailleurs plutôt d'essayer de détecter celle qui est réelle, pas celle qui est déclarée, quoi. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est clair, et je pense, et pour certains, on dit: «Oui, l'entreprise à mission», hein, parce qu'on mais c'est fondamental ça. Ce collectif, cette communauté, elle est là, bien sûr, au service de produire pour des clients mais elle est là pour servir aussi autre chose de bien plus profond que, la simple fiche de paie, le salaire et le job que j'ai fait. Parce qu'autrement, c'est l'accomplissement de sa vie qui est là derrière ça. Mmh. Si c'est pendant 20 ans ou 25 ans ou 30 ans de vie professionnelle faire ça, présente aucun intérêt.
Pour moi, aucun intérêt. Ouais, je comprends et je défends exactement le même message. Avant d'arriver à 2012, cette année où justement vous faites la rencontre avec EY de 60 000 rebonds, qui est naissant, qu'il y a eu, d'autres moments clés que vous voulez partager avec nous, entre, cet épisode-là dont vous venez de parler, le début de Nantes, le développement de Nantes? Il y a eu aussi un choix à faire intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, je dirigeais le bureau de Nantes et le bureau de Rennes, hein, donc, et à un moment, le patron d'EY me dit, «J'aimerais bien que tu ailles à Lille» et là, ça fait le pendant avec ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que je voulais aller à un moment retourner dans le Nord. Vous avez réussi. Oui, mais bizarrement, au départ, je dis: «Écoute», prénomme Jean-Pierre: «Écoute Jean-Pierre, moi Lille, très bien, mais je vais pas déménager. J'aime maintenant que j'ai posé pendant X années, mes bagages à Nantes et je vais pas déménager à Lille pour aller m'installer à Lille, quoi. C'est pas possible» et il me dit: «Non, non, c'est pas ce que j'envisage. En fait, je voudrais que tout en gardant la direction du bureau de Nantes, responsabilité du bureau de Nantes, tu ailles diriger le bureau de Lille». Alors je lui dis: «Mais tu as regardé la la carte quand même? Il y a C'est 5 quand heures de même train. pas la porte à côté, quoi». «Mais oui, mais ça se fait, il doit bien y avoir un train ou quelque chose qui doit pouvoir t'amener à Lille» et donc là aussi, j'accepte. J'accepte, alors que j'accepte sachant que la situation à l'époque du bureau de Lille, l'entente entre les associés dans ce bureau, tout ça, il y avait un certain nombre de choses à régler. J'arrivais pas dans un environnement, tout à fait, non, non, il dit: «Tu feras que du management, tu n'auras pas de clients à gérer, à Lille. Tu fais que du management et tu m'aides à remettre cette équipe, soudée et alignée et de remettre une bonne ambiance dans l'équipe». Bon, donc j'accepte en fait, et puis de trouver aussi quelqu'un parce que ça peut pas être durable de gérer, Nantes et Lille, de trouver quelqu'un, soit dans les jeunes associés ou des jeunes associés potentiels, qui pourra à un moment donné, prendre ta suite. Bah, je dis: «Oui, oui, quand même». Bon, donc j'accepte et pendant, je crois que 5 6 ans, 5 ans de ma vie, j'ai fait, d'énormes, allers-retours, entre Nantes et Lille et vous voyez, bon, là aussi, c'était un choix. Là aussi, j'aurais pu dire non. Mmh. J'aurais pu dire effectivement, ça a des conséquences sur sa vie, aussi personnelle, hein, parce que quand vous partez comme ça toutes les semaines et autres, puis j'avais peur aussi, que n'étant moins présent à Nantes, la façon de manager Nantes, s'en ressente. Il y a plein de vous pouvez trouver toutes les bonnes raisons pour dire non, hein. Vous pouvez trouver toutes les bonnes raisons et moi, comme je suis curieux, que c'était quelque chose qui avait jamais été fait, que c'était uniquement un rôle managérial et qu'est-ce que ça veut dire managérial? Je ne sais pas, mais d'essayer de faire en sorte que l'équipe, s'entende bien, j'ai accepté. Donc ça, c'est vraiment q un Bon, OK. vous avez des choses comme ça qui vous sont à un moment donné sur le devant, faut pas hésiter quoi. Faut oser là aussi. Faut oser les prendre, faut oser les prendre. C'est des galères, c'est un peu difficile et ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, mais quelle expérience quoi et bien en plus quand je suis parti, de chez EY à la retraite, ils m'ont fait 2 pots de départ à la retraite, un à Nantes et un à Lille donc vous voyez, non, c'est formidable, vous doublez la mise. Non, je plaisante, mais je pense qu'effectivement, là, j'ai rencontré une autre équipe, d'autres associés, une situation, complexe, des postures qui étaient pas forcément les bonnes et autres, un travail un peu de longue haleine de remettre tout ça d'aplomb et puis j'ai trouvé des jeunes avec un potentiel pour devenir associés extraordinaires, qui sont devenus associés. Rien que déjà ça, si vous Mmh. voulez, bon, c'est de dire, c'est formidable, quoi. C'est plus vous faites grandir les autres, plus c'est une satisfaction, pour vous et c'est aussi ça qui fait chez 60 000 quand moi je rencontre et c'est pas moi qui les fais, rebondir, mais quand je rencontre des entrepreneurs qu'on a aidés à rebondir, mais quel plaisir de dire: «Mais waouh!» et quand je me souviens des premières fois où je suis allé dans ces réunions, chez 60 000, ces réunions mensuelles où les entrepreneurs, se réunissent avec les bénévoles. On est une vingtaine de personnes pas autour de la table, mais on est en cercle, un petit peu comme dans d'autres associations que je ne citerai pas et 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 que là, tout le monde parle de sa météo et que, waouh, il y a une profondeur là, il y a une émotion,
il y en a qui peuvent pas le faire et qu'on ne le on les oblige pas à le faire, hein, et qu'on voit, 1 an et demi après, ces mêmes personnes, sortir avec, un projet, quelque chose qui est ça, mais là, on se dit: C'est «Voilà, incroyable. là, il y a pas photo» et donc c'est ça aussi qui doit vous animer. Là, pas chez so venez chez 60 000, c'est pas le sujet, mais dans votre entreprise, dans vos responsabilités, dans ce qu'on peut vous confier, c'est ça, cette capacité à aider, à faire que les autres grandissent. Si les autres grandissent, vous grandissez avec. C'est clair, pas uniquement vous. Mmh. C'est génial. En tout cas, ça donne envie de d'oser, se confronter à ces discussions qui sont difficiles parce que ces zones-là de vérité, elles coûtent aussi. C'est pour ça qu'elles sont si puissantes. Et ce que vous venez de raconter sur votre carrière au moment où vous prenez l'île, c'est quand même, si on revient, plus d'un point de vue, moment clé de carrière, c'est ce qui vous mène ensuite vers, un rôle où vous dirigez finalement tous Voilà. les bureaux Bah, ça régionaux de c'est ça France. qui quand je dis: «Fait C'est grandir ça. les autres», j'ai réussi à faire grandir à Lille des gens et autres. Ça a permis de montrer à Jean-Pierre ou à d'autres que j'avais cette capacité à manager Nantes, à manager une équipe à Lille. Et il s'est dit à un moment donné, quand il fallait trouver quelqu'un pour manager, et animer, je parle plutôt d'animer parce qu'on y reviendra, c'est point important, d'animer, l'ensemble des bureaux régionaux et bien sûr, il a pensé à moi et c'est plutôt animé parce que, si vous voulez, je dis souvent trois choses, hein, là-dessus, dans ma vie, hein, et ça c'est intéressant. J'ai eu à être manager, à manager des équipes, hein, donc et apprendre à manager des équipes à une certaine époque, bon voilà. Après, quand j'ai pris, le management du bureau et du bureau de Lille et voire même d'ensemble du management des bureaux régionaux, j'ai eu à manager mes pairs, c'est-à-dire des associés. Mmh. C'était un associé parmi les autres associés qui avait été choisi pour occuper une fonction, d'animation et une fonction managériale. J'avais quand même un rôle, hiérarchique, hein, quand même, j'étais, aussi en charge d'apprécier, leur rémunération, donc il Mmh. y avait quand même un lien, lié à ça. Ouais, bien sûr. Mais la troisième chose que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est dans l'associatif. Mmh. Et là, je ne parlerai pas de manager, des bénévoles, c'est pas du management. J'ai le plaisir d'animer des bénévoles Mmh. et c'est d'une complexité bien plus grande. Les 3 niveaux sont crescendo en termes de complexité entre management salarié, mes pairs et les bénévoles, parce que là, il y a pas de lien hiérarchique. C'est uniquement leur engagement qui fait qu'ils sont là et comment les mettre en mouvement et je vous avouerai que j'apprends encore. J'ai pas forcément toujours fait bien, hein, et là-dessus parce que c'est d'une complexité beaucoup plus grande. Il y a beaucoup de ressorts qui font qu'un bénévole s'engage. L'engagement est lié à plusieurs choses et que donc la façon de trouver ces ressorts pour qu'il s'engage encore plus et qu'il s'engage bien, c'est pas si simple, mais voilà. J'aime beaucoup ce cheminement parce que, je rencontre de plus en plus, de profils, expérimentés via les grandes épopées qui justement, à un moment donné, me disent globalement tous la même chose, qui est que quand on arrive dans le monde associatif, en fait, il y a beaucoup de problèmes qui sont à peu près Mmh. similaires aux entreprises, des sujets de Mmh. gouvernance, des sujets de stratégie et cetera. Le fait d'avoir exercé Mmh. ces mandats-là à des rôles de responsabilité dans sa carrière, c'est un élément en fait qui est extrêmement utile et qui a beaucoup de valeur en fait pour ces organisations-là et on en parlera ensuite, votre engagement d'abord en Moissy notre compétence, puis ensuite Mmh. après 2016. C'est un exemple aussi pour illustrer, Mmh. ce type d'engagement et la valeur que ça a. Ceci étant dit, il y a toujours cet enjeu-là de c'est tellement différent de gérer des bénévoles et donc c'est aussi en fait une expérience de vie hyper enrichissante pour des professionnels comme vous, parce que c'est un autre terrain de jeu. Ah, j'ai découvert un nouveau terrain de jeu. Ah C'est ben là, incroyable. et je le découvre encore. Je n'ai pas terminé de le découvrir. Je pense qu'il y a des choses là qui sont fondamentales pour que dans ce terrain de jeu, ça marche. Plusieurs choses. Il y a l'humilité, il y a l'incarnation, il y a le fait d'incarner, principalement ça, je pense. C'est fort pour moi. Faut pas qu'on vienne pour dire, «Moi je sais et je vais vous dire comment il faut faire». Il y a une troisième chose peut-être, c'est intégrer beaucoup plus le temps long et ça a été plus compliqué pour moi parce que j'étais habitué à l'école EY et à une école où on va très, très vite Mmh. et donc là, pour moi, fallait prendre plus de temps. Parfois, j'étais trop vite. Souvent d'ailleurs et on le voit bien, beaucoup de bénévoles que je rencontre, au départ disent: «Je viens pour donner».
Parce que c'est vrai qu'on a une expérience, alors soit on peut donner, en termes de management en compétences, sur la gouvernance, pardon, en termes de gouvernance, mais aussi sur l'accompagnement. Mais tous me disent: «Mais c'est incroyable» et moi le premier, la richesse, c'est une nouvelle étape de ma vie, professionnelle ou pas professionnelle, peu importe. Mais cette, période-là depuis de 2000 alors 2012-2013, pas 2013 jusqu'à 2016, je suis, chez EY et EY a décidé, parce qu'à la suite de la rencontre avec Philippe Rambaud, on fait le film, Bien sûr, de on y arrive là. d'apporter son soutien à 60 000, mais pas un soutien financier. C'était pas dans la et je trouvais intéressant, de la part d'EY de dire, voilà, on n'est pas là pour donner de l'argent et puis vous voilà, vous avancez. Tu es là pour dire: «On va faire un mécénat de compétences. Mmh. On va à la fois vous ouvrir nos locaux dans nos dix». Vous êtes uniquement à Bordeaux. À l'époque, Philippe Rambaud avait uniquement, l'implantation à Bordeaux. Vous avez envie d'être implanté dans les grandes villes en France, donc on va vous ouvrir nos locaux dans les différentes villes. On va vous permettre, avec les associés des différentes villes, d'être en contact avec l'écosystème entrepreneurial de chacune de ces villes, puisque nous, on y est par notre activité et on Bien va vous sûr. permettre de rencontrer les bonnes personnes, d'identifier les bons bénévoles qui pourront s'impliquer et on vous aidera à créer les associations, 60 000 rebonds qui vont bien dans chacune des villes. Donc ça, c'est l'engagement et là, une fois qu'on a défini l'engagement d'EY, le patron d'EY dit: «Bah, écoute Philippe, comme toi, tu es le responsable des bureaux régionaux», ça c'est par rapport à ce qu'on se disait, «c'est toi qui vas être chargé d'animer ce mécénat de compétences avec de trouver les associés qui veulent bien et de vendre, entre guillemets, ce mécénat de compétences vis-à-vis de 60 000 rebonds en interne». Et donc là, ça démarre et ça démarre très, très vite puisque effectivement, d'abord, ce besoin d'accompagnement est énorme, hein, donc d'entrepreneurs et donc là, on part à ouvrir des associations un peu partout. Philippe Rambaud, fait toute la tournée de tout le monde et autres et beaucoup de choses, tout repose sur le bénévolat. En fait, là, il y a un alignement d'intérêts, ce que j'entends, parce que c'est quand même Mmh. incroyable comme histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le maillage territorial d'EY, en fait, il est quasiment plaqué sur un maillage territorial de 60 000. Parce que quand j'ai vu, moi, 60 000, son maillage, je connaissais l'association, je connaissais pas son maillage. Oui. Ça saute aux yeux quand même. Il y a un maillage Oui. territorial qui est fou. Et Et on se dit, mais comment est-ce qu'on fait ça, quoi? et Et oui. donc, en fait, donc il y a à un moment donné une vraie volonté des deux parties d'enclencher cette dynamique. Peut-être juste un petit mot sur c'est quoi cet alignement d'intérêts? Qu'est-ce Alors qui. Voilà, bon, du côté, 60 000, on le voit bien, hein, évident de dire: «Je m'appuie, je m'adosse bien sûr. et je suis appuyé par une énorme structure comme, EY et c'est formidable Bien et sûr. tout va bien». Du côté EY, il y a un sujet, qu'on a depuis qu'on a franchi le périphérique, c'est ce côté image du cabinet qui, s'appelle EY. Là aussi, les a priori, hein, les et c'est de dire: «Oui, c'est une structure, c'est une maison mère américaine», ce qui est pas le cas, mais maison mère, une filiale en France et autres. Qu'est-ce qu'ils se disent, vouloir s'occuper des entrepreneurs, quoi. Donc mais il y a un vrai sujet là-dessus, un vrai questionnement de la part des entrepreneurs de dire: «Est-ce que EY?» Puis ils sont chers et puis, ils sont pas adaptés. Je Mmh vous mh, mmh. passe, tous les freins qu'on a Mmh. rencontrés quand on est venu, et c'est normal, hein, on arrive, on est des nouveaux acteurs, on arrive là où il y a des experts comptables, commissaires aux comptes traditionnels qui font très bien leur boulot et nous, on arrive dans cet environnement-là. De dire qu'on s'engage réellement en mécénat de compétences avec une association qui accompagne des entrepreneurs qui sont plutôt des TPE, PME, petites PME et TPE avec 3 ou 4 salariés, on peut pas dire qu'on essaye de le faire parce qu'on a envie de trouver des clients, Oui, hein. oui. Donc ça, c'est clair qu'on tue d'emblée ce risque de dire: «Oui, ils sont là parce qu'ils cherchent à faire du». Donc là, on met sur la table une action complètement, décorrélée de la partie mercantile Mmh. et de dire: «Oui, l'entrepreneuriat», ce qu'on évoquait tout à l'heure, la richesse que constitue cet entrepreneuriat, ce tissu économique, indépendamment des ETI et des grandes entreprises. Mais ce tissu économique de 4 millions de PME, TPE dans notre pays, c'est ça la richesse de notre pays. Et En fait nous, si on est en province, si on est là, certes, on s'occupe des plus, ceux qui ont franchi une certaine vague, mais on est là aussi pour ça. mais en fait, c'est ma lecture quand j'entends dire ça, c'est encore une fois cette idée de résilience du système dans sa globalité. C'est que ces petites entreprises,
au-delà du lien social, au-delà de ce qu'elles apportent par elles-mêmes, Mmh. c'est aussi des sous-traitants, c'est aussi en fait, c'est l'écosystème de tout le système C'est économique. c'est Donc votre voilà, charcutier qui emploie voilà. 3 personnes et chez qui vous allez faire vos courses. C'est ça. Et quand moi je me promène, en centre-ville et que je vois Baya Cédé, Baya Cédé, Baya Cédé et il y en a beaucoup en ce moment et je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais là je dis: «On fait disparaître une partie de ce tissu, de ce maillage, fondamental de notre société». Indépendamment de la richesse qu'ils produisent, parce qu'ils emploient 2, 3 Mmh. personnes, donc ça crée de l'emploi pour beaucoup de gens et on fait disparaître aussi du lien social que crée tout cet ensemble. Donc attention à ça et donc par notre action, bon, certes, on accompagne ceux qui ont dû liquider et fermer leur entreprise, mais on travaille aussi sur de la prévention pour dire: «Attention» et on en a parlé, demandez de l'aide le plus tôt possible, c'est ça qui fera que vous sauverez la boîte. Et là, quand on développe un réseau comme celui-là, donc, pendant cette première phase, vous êtes, responsable de ce mécénat-là? Vous êtes toujours associé Ah oui, et j'ai mes voilà, clients et vous j'ai avez c'est ça, ma vie, à 200 à l'heure. exactement. Et donc c'est là, si on bascule sur, le moment où, vous arrivez à la fin de votre expérience chez EY et vous avez une décision à prendre, comment ça se passe? Alors ça se passe, finalement assez bon d'abord chez EY on part très tôt, on arrête très tôt, à l'époque, à mon époque, c'était 62 ans, ce qui est super. Pour 2 raisons, ça permet de libérer un peu le plafond de verre pour que des plus jeunes associés prennent la suite et ça c'est super et puis, à 62 ans, bah, on est en pleine forme, pleine possession de ses moyens, donc on peut faire autre chose. Donc au départ, quand je pars à 62 ans, qui était la date prévue, dans Dans le nos plan? dans nos engagements internes. Moi, j'ai dans l'idée de créer ma boîte, donc ce que je fais, hein. Je crée ma structure et dans un premier temps, EY me propose de rester, un peu en senior advisor, pour EY pour assurer une transition et ça, je le vis mal. Je le vis très mal. Pas à cause d'EY, hein, donc ils ont été très, très bien et là-dessus, il y a pas de problème. Mais je vis mal d'être un pied dedans, un pied dehors. Et ça, moi, quand c'est ma boîte, je suis dedans et je peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Donc c'est pas et donc voilà, d'être dans cette posture-là ne me convient pas. Alors qu'ils avaient prévu, normalement avec moi 3 ans de relation, de senior advisor. Au bout d'1 an, 1 an et demi, j'arrête là. OK, J'arrête là, de ma propre initiative en disant: «Bon, il faut mieux stopper ça». OK. Voilà. Après, et là, je m'occupe de ma structure et dans le même temps, il y a 2 facteurs. Il y a 2 éléments qui arrivent là en 2016, c'est assez bizarre. Il y a le président de 60 000 rebonds, Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle Guillaume Mullier, qui s'appelait puisque malheureusement il est décédé depuis. Ce président Guillaume Mullier, souhaiterait prendre la présidence nationale à la place de Philippe Rambaud. Philippe Rambaud, a eu un accident de vélo avec de mauvaises fractures. Il a été très fatigué pendant ces 2012-2016, 4 ans où il a ouvert, parcouru, comme je le disais et donc il y a une succession qui s'ouvre au niveau national. Voilà et dans le même temps, Guillaume a envie, puisqu'il découvre, en tant que futur président national, qu'il y a beaucoup d'endroits où le président local, c'est Philippe Rambaud et Mmh. donc il faut mettre en place des présidences locales avec des entrepreneurs ou des et donc que Guillaume prend son bâton de pèlerin et fait la tournée un peu de toutes les régions pour OK. essayer de trouver, dans toutes les régions, des présidents. À Nantes, à un moment, il trouve une personne, moi je suis pas dans la boucle de ça. Il trouve une personne, cette personne malheureusement a pas forcément la bande passante pour prendre, cette responsabilité, en tout cas hésite à le faire et bon, rechigne. Bon et à un moment, certains membres du conseil d'administration que je connaissais, puisque comme je gérais le mécénat, eux ont bien vu que j'avais quitté EY et disent à Guillaume Mullier: «Bah, il faudrait mettre peut-être, demander à Philippe Fourquet si ça l'intéresse». Mmh. J'y suis pas allé de moi-même. C'est Qu'on hyper soit intéressant. qu'on soit d'accord, j'ai pas dit: «Je revendique», entre guillemets, quoi que ce soit. Guillaume dit: «Non, Philippe Fourquet, c'est pas un entrepreneur». Donc comme c'est pas un entrepreneur, on va pas mettre à la tête d'une association qui s'occupe d'entrepreneurs quelqu'un qui est pas entrepreneur.
Hyper intéressant. Donc là, c'est un peu dur et je le sais et il le dit parce que Guillaume était quelqu'un de très cash et que je respecte beaucoup et que j'appréciais beaucoup. Et il dit ça, et on reviendra là-dessus parce que la définition de ce qu'est un entrepreneur, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et donc Guillaume dit: «Comme, le pressenti, n'a pas la bande passante, moi je vais prendre la présidence, par intérim de 60 000 rebonds Grand Ouest». Et là, le conseil d'administration de Grand Ouest être présidé par un Lyonnais, et là vous vous dites, que Guillaume Mullier était basé à Lyon, il est originaire du Nord, hein, comme Mmh. la famille Mullier, mais il était basé à Lyon. Alors là, la conseil d'administration de Nantes dit: «Non, non, 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 on veut pas de non». Donc contre l'avis de Guillaume, il décide de me demander si j'accepte, la présidence. J'hésite un peu parce que je ne mesurais pas, d'abord, la charge de travail, le truc, mais bon, finalement, je prends le manche à ce moment-là, à Nantes, et je nomme comme vice-président l'entrepreneur. Je demande à l'entrepreneur, je ne le nomme pas, mais je demande à l'entrepreneur qui n'avait pas forcément la bande passante d'être vice-président. Et comme ça, Hyper ça smart. permet de voilà. Donc voilà comment se fait le truc. J'ai hésité à accepter. C'est vrai que cette phrase de Guillaume m'avait beaucoup impacté en disant, «Ai-je la légitimité, hein, Mmh. pour le faire?» Et c'est souvent, on l'a souvent cet argument-là par des bénévoles, et je trouve très bien d'ailleurs, qui disent: «Mais est-ce que je suis légitime Mmh. pour prendre cette responsabilité-là?» Mmh. Et voilà. Ouais, c'est Après, c'est important de se poser la question ah ouais, parce qu'à un moment donné, il faut être capable de défendre derrière, la position, quand, voilà, oui, et de d'y parler d'un croire, monde d'y croire. et d'y croire et de Mmh. parler d'un monde, Mmh. d'incarner. Il y a un moment, on parlait tout à l'heure, hein, de dire humilité, incarnation, qui sont des choses importantes, mais incarner, quand vous n'avez pas été vous-même entrepreneur, que je disais à Guillaume, il faut pas non plus, quand on recrute des bénévoles, il faut pas tous qu'ils aient connu la liquidation de leur boîte. Ils n'ont pas connu la liquidation de leur boîte. Donc on pourrait dire: «Est-ce qu'ils sont légitimes pour, Mmh. s'occuper de gens qui ont connu la liquidation?» Je provoquais un peu, Oui, bien bien sûr. évidemment. Ouais. C'est pas si simple que ça. Mmh. Donc je l'accepte, et je me sens d'autant plus conforté que j'ai à côté de moi quelqu'un de très, très bien, et après je prendrai un deuxième vice-président également entrepreneur. Je prendrai 2 vice-présidents entrepreneurs, et on forme vraiment une équipe, et eux sont pas du tout dans une posture de dire: «Toi, tu es pas l'entrepreneur, machin». On fait vraiment un travail d'équipe, et C'est ça marche, magnifique. ça marche très, très bien. Et donc à ce moment-là, Guillaume me dit: «J'ai besoin d'un secrétaire général au niveau national dans mon équipe. Est-ce que tu voudrais être secrétaire général?» Bon, alors là, je dis: «Attends, déjà, président Grand Ouest, secrétaire général». Bon, j'accepte, le secrétariat général parce que c'était déjà un peu le rôle que je jouais vis-à-vis de Philippe Rambaud dans les relations que j'avais avec Philippe. Donc je dis: «J'accepte». Et là, ça démarre très, très vite parce qu'avec Guillaume, arrive chez 60 000 rebonds. D'une part, on obtient, ce qu'on appelle le rescrit fiscal, c'est-à-dire un document de Bercy qui reconnaît que 60 000 est une association d'intérêt général. Mmh. Donc ce qui nous permet en toute, légitimité, de délivrer les reçus fiscaux, et en cela d'être validé par Bercy. Donc on a des grands donateurs qui arrivent. Mmh. Guillaume permet aussi à sa famille de Mullier qui s'intéresse à 60 000, mais pas parce qu'il y a Guillaume, mais parce que, il faut savoir que les Mullier, ce sont eux qui ont créé le réseau Entreprendre. Mmh. Tout à fait. Voilà, hein, ça s'appelait Nord Entreprendre à l'époque, et c'est eux qui ont créé le réseau Entreprendre, et ils trouvaient l'idée, et ils ont aidé, ils ont incubé un peu, hein, le réseau Entreprendre à son démarrage, donc Mmh. voilà, et ils trouvaient l'idée d'incuber 60 000 rebonds, qui est le réseau de la seconde chance, intéressant, Mmh. et c'est en cela qu'ils accompagnent le projet. Ça Oui, aurait été un autre ça fait projet. sens, en fait. Ça aurait été un autre Mmh. projet porté par Guillaume, il ne l'aurait peut-être pas soutenu. Mais là, il nous soutient. Et là, ça s'accélère très vite, dans la mesure où de 2016-2022, ou 2023, la date de décès de Guillaume, on recrute beaucoup de personnes. On a des fonds pour pouvoir recruter. Donc ça, c'est important parce que ça permet, le recrutement de salariés permet d'inscrire dans la durée. Parce que la difficulté du bénévole, c'est qu'il n'est pas forcément, d'une part, pérenne, hein, entre Mmh. guillemets. Il peut Mmh. passer 2 ou 3 ans chez nous, puis après il s'en va. Donc ce qui est important quand on est des grosses structures, c'est de les inscrire dans la durée. La pérennité, elle est assurée aussi par les permanents. On ne les Bien appelle sûr. pas salariés, on les appelle Mmh. souvent permanents dans les associations, hein. La deuxième chose, c'est que ça nous apporte aussi de monter en compétence sur un certain nombre de sujets, parce qu'ils nous apportent, ces permanents, De l'expertise. de Mmh. l'expertise. Mmh. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils simplifient
simplifient aussi la vie des bénévoles. Mmh. C'est-à-dire ils permettent aux bénévoles de se consacrer qu'à des instants d'accompagnement, plaisir ou autres, qui font que leur carburant est bien là et ils font pas des papiers le week-end pour faire la C'est déclaration de clair. machin ou le truc. Ça permet de simplifier aussi ça. Donc tout ça, ça accélère très vite le déploiement à vitesse grand V, sans penser un peu à la structuration. Le mot structuration était un gros mot pour Guillaume, qui était plutôt quelqu'un qui était dans le développement. Et structuré, ça pouvait même être pour lui parfois un frein au développement. D'accord. Quand on structure trop et on se pose trop des questions, des process, et moins trouver de nouveaux clients. Et donc lui était vraiment dans cette logique-là du développement, D'expansion, ouais. Mmh. d'expansion. Et donc on développe très vite et tous azimuts. Les 10 associations, elles sont là, on les dote en gouvernance, on fait ouvrir des antennes qui ne sont pas des associations à chacune de ces associations pour être encore au plus près des entrepreneurs. Et là, c'est un gros j'essaye de contribuer un peu à la structuration au niveau national, mais au moins sur les fondamentaux. Les fondamentaux, et ça, c'est la partie Parce que soyons clairs, hein, le accompagnement. rôle de secrétaire général, c'est de structurer, Oui, dans bien une sûr, association. Pour rappel, bien pour ceux sûr. qui connaissent pas les Oui, rouages d'une c'est association, c'est vraiment ça. on est vraiment Oui, là-dessus. oui, oui, Donc non, c'est votre mission. c'est ma mission, mais j'essaye. En toute humilité, j'arrivais pas toujours. Mais au moins, on part sur des fondamentaux. Le programme d'accompagnement, il est vraiment hyper standard partout, dans toutes les associations. Et là-dessus, c'est important. Le processus de recrutement de nos bénévoles, de nos coachs expérimentés, tout ce qui a trait à l'opérationnel, si je puis Mmh. dire. Là, on fait extrêmement attention. On fait attention que sur la partie comptable, on ait un même expert comptable dans toutes les associations Mmh. pour avoir une vision très vite des indicateurs et autres. Donc les outils, on met en place une CRM, un outil Ouais, de suivi de la relation de la relation client, client, mais ouais. qui est adapté là pour les bénévoles et pour les entrepreneurs accompagnés dans tout le truc. Donc on met quand même en place un certain nombre de choses. C'est Ce qui pas parfait. ce qui permet d'ailleurs, je pense, Mmh. enfin j'imagine, aussi de pouvoir, petit à petit, aussi, être légitime pour, prendre de la hauteur sur, typiquement l'implication de l'association sur des, groupes de travaux au niveau du gouvernement. Disons qu'il y a plusieurs choses. C'est de dire, cette montée en puissance assoit notre légitimité. À partir du moment où vous accompagnez plus de 1000 entrepreneurs avec 2000, 1500 ou maintenant on est tout près de 3000, mais vous êtes un acteur. Pas un énorme acteur, hein, parce que quand on dit on accompagne 1650 entrepreneurs, le potentiel de ce qu'on pourrait accompagner est bien plus important. Bien sûr. Mais ça assoit la légitimité. La deuxième chose qu'on travaille beaucoup, c'est de s'associer avec d'autres dans une structure qui s'appelle le portail du rebond. Mmh. Et ça, c'est une très très bonne démarche qui avait été initiée par Philippe Rambaud, mais peu mise en œuvre ou moyennement mise en œuvre, un peu à la demande des pouvoirs publics à l'époque, en disant, écoutez, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le rebond, l'écosystème du rebond. Nous, on aimerait bien que vous parliez un peu d'une seule voix. Et que Mmh. ce lobbying dont on parlait, de cette capacité, eh bien, vous puissiez le faire d'une seule voix. Mmh. Et donc là, il y a un groupement de plusieurs associations qui se créent, qui s'appelle le Portail du rebond des entrepreneurs, Mmh. qui regroupe au départ quatre associations, qui sont des 4 associations de l'écosystème. Il y a bien sûr 60 000 rebonds, qui est un des fondateurs. Il y a Second Souffle, qui accompagne les entreprises, mais qui commencent à rencontrer des difficultés. Donc c'est le stade avant le fait d'aller malheureusement au tribunal de commerce. Il y a l'Observatoire Maroc, qui traite du sujet de la santé mentale, la santé du dirigeant, parce qu'on s'aperçoit aussi que c'est un vrai sujet. Et puis une Mmh. autre association qui s'appelle Recréer, une petite association constituée d'anciens juges qui va éclairer les entrepreneurs qui sont confrontés à des difficultés sur les procédures qui existent, amiables, collectives, devant les tribunaux. Très Tout clair. toutes les arcanes de nos textes, mais qui sont très bien faits et quand on les connaît bien, ça peut vraiment avoir du sens. On travaille aussi De là-dessus. concert, ouais. Et ça assoit énormément, à la fois la taille qu'a 60 000 rebonds, mais aussi le fait d'y aller en groupe Mmh. et de travailler en collectif vis-à-vis des pouvoirs publics, participer au groupe de travail qui a été mis en place par Olivia Grégoire et qui était piloté par Hélène Bourboulou. Bon, tout ça, on est là. Là, il y a une charte de confiance qui vient d'être signée récemment à la suite d'une démarche de la médiation du crédit, de la médiation. On est dedans. Le Mmh. portail est dedans. Peu importe. Ce qui importe, c'est que notre voix soit entendue.
Mmh. Après, que ça soit, la voix de Philippe Fourquet, président de 60 000 rebonds ou la voix du portrait, peu importe, c'est que cette voix, elle puisse porter. Ouais. Elle puisse porter sur des sujets, alors c'est les sujets clés qu'on évoquait ensemble, hein, elle puisse porter sur comment on peut changer le regard sur l'échec. Mmh. Et dans le groupe de travail d'Hélène Bourbouloux, ce thème-là a été inscrit par la ministre qui avait demandé à Olivia Grégoire à l'époque de créer ce groupe. Et comment on peut faciliter le rebond des entrepreneurs en changeant les textes. Donc vous voyez, on est au cœur des décisions qui peuvent se prendre dans ce domaine-là. Et ça, c'est grâce effectivement à tout le travail qui a été fait par Guillaume, Philippe et Rambaud et Guillaume Mullier pour donner à 60 000 rebonds le poids, la taille que l'association a aujourd'hui. Mais c'est aussi ce travail collectif où on parle avec des associations qui certes sont plus petites pour certaines, Recréer à Maroc c'est beaucoup plus petit, mais qui nous aident à fédérer l'écosystème du rebond. Question, est-ce que vous avez des pairs dans le monde associatif qui sont sur, le même moment, on va dire, de la chaîne de valeur, sur l'accompagnement des entrepreneurs? Oui, alors, qui sont sur le rebond, Mmh. oui, OK. notamment les rebondisseurs français, OK. hein. Donc c'est au niveau national, c'est une association qui a été créée, qui s'appelle les rebondisseurs français. Mais pour moi, et c'est très bien ce qu'ils font, ils sont très complémentaires de ce qu'on fait. Ils font pas ce que nous appelons, au sens où on l'entend, de l'accompagnement. Je vous ai OK. rappelé Oui. l'accompagnement 60 000, il y a parrain, il y a un coach, on peut aller jusqu'à 2 ans d'accompagnement. Il y a un vrai travail de fond qui est fait, arrêt sur image, qu'est-ce qui a bien marché, eux, ils font plus de la mise en relation de pair à pair, D'accord. c'est-à-dire d'entrepreneurs qui rencontrent des difficultés ou qui ont déposé le bilan avec des entrepreneurs qui sont encore en activité pour échanger et créer un vrai réseau de personnes qui peuvent s'entraider Très entre clair. elles par ce biais-là. Mais c'est pas ce que j'appelle au sens littéral de l'accompagnement. Mmh. L'accompagnement, Je il y a vois une la vraie subtilité. Oui, bien démarche, sûr. Oui. plus constructive. Mais l'utilité des rebondisseurs français est indéniable, hein. Donc, elle crée du réseau, elle recrée on parlait tout à l'heure de recréer du réseau, elle permet à ces entrepreneurs de recréer du réseau. OK, donc c'est principalement, vous et eux qui, Oui, êtes dans l'écosystème, après il y a national. des alors ça, vous m'emmenez sur un terrain qui me tient vraiment à cœur, Je vous en prie. c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs plutôt régionaux. OK. Locaux. Il y a les Casques Bleus en Bourgogne, Franche-Comté. Il y a, je vais vous donner des noms, Mayday, qui aussi a des implantations un peu dans certains endroits. Il y a le Portail de la prévention et entraide qui sont dans le sud. D'accord. Donc il y a et c'est aussi un vrai sujet, entre guillemets, c'est de dire, les entrepreneurs parfois quand ils sont confrontés à la difficulté, qui sont nés dans le guidon, qui essaient de sauver leur boîte et qui tapent, association, truc et ils voient, ils disent, c'est Oui, extrêmement c'est compliqué. les enjeux de lisibilité, en fait, Voilà et mmh. donc là, moi j'ai dans l'idée, après ma présidence de 60 000 rebonds, de m'occuper au niveau du portail du rebond, d'essayer de fédérer, alors le terme est peut-être pas le bon, d'animer, de faire ensemble, puisqu'elles garderont ces entités-là, leur indépendance et leur mode de fonctionnement. Elles appartiendront pas à un carcan fédératif, hein, donc Mmh. elles seront libres, mais d'animer et de coordonner un peu les actions dans les territoires de ces écosystèmes du rebond Mmh. et de faire en sorte que ces gens, qui travaillent sur ce système du rebond puissent se parler dans les territoires. Et donc Super. là, c'est un vrai projet et je pense que les pouvoirs publics sont aussi raccord avec ça. C'est un des moyens de limiter les difficultés que peuvent avoir les entrepreneurs à taper à la porte d'une assos. Mmh. C'est-à-dire que là, ils taperont et puis tout de suite, tout se mettra en place pour qu'ils soient bien orientés vers la bonne association. Oui, parce qu'in fine, tout le monde sert, le même, intérêt, objectif, on va dire plus grand. Après, il y a des méthodes, Il y a des pas de approches. concurrence. Voilà, Moi, j'avais, à un moment, j'ai eu des discussions, comme ça avec des personnes en me disant: «Oui, mais machin, telle structure, ils sont nos concurrents». Je dis: «Attends, il y a tellement à faire, c'est pas malheureusement. grave, Mmh. malheureusement». Donc voilà, travaillons avec leur, zone de génie ou leur complémentarité et soyons plus intelligents que ça. La cause nous dépasse. Mmh. Elle n'est pas une cause partisane de dire: «C'est 60 000 rebonds qui est le meilleur dans l'accompagnement après, la liquidation». Non, Mmh. non, non, on fait un programme, on fait quelque chose de sérieux. D'autres font d'autres choses et ils ont tout à fait leur légitimité à avoir leur place dans le dispositif. Eh bien, hâte de voir, comment ça va évoluer dans les prochaines années, Ouais, là-dessus. j'ai beaucoup d'énergie, hein, donc forcément, il faut que je l'occupe. Non, ouais. Non, non, mais vous avez enfin, en fait, encore une fois, pour moi, c'est super important, justement, quand on peut.
de s'engager comme vous le faites. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement, inspirant, en fait, de voir que ça vous nourrit et que vous servez, en fait, encore une fois, une mission qui est super noble. Voilà. Heu, Et je regrette, de pas avoir plus de monde qui accepterait ça. Il y a plein de compétences et de belles compétences, partout, de gens qui, pour X ou Y raison, soit vendent leur boîte, très tôt et mais voilà, toutes ces compétences, toute cette énergie-là, voilà, venez chez 60 000 rebonds. mais le message est passé. En tout cas, je pense que, hem, il y a peut-être des choses qui vont se passer, mais d'ailleurs, ça fait un peu la transition avec la dernière étape de notre discussion. C'est finalement la question du passage à l'action. On a abordé plein de thématiques. Il y a les entrepreneurs d'un côté, il y a l'entourage, il y a les managers, il y a les proches, enfin, il y a tout ce qu'il y a autour de l'entrepreneur. Est-ce que vous avez peut-être un ou plusieurs messages à adresser aux entrepreneurs d'un côté et à l'entourage de l'autre? Peut-être finir ensuite par, peut-être un conseil de passage à l'action pour nos auditeurs, vis-à-vis de 60 000 rebonds. Pour les entrepreneurs et pour être, impliqués dans cet écosystème du rebond, le vrai message, pour eux, c'est le plus tôt vous vous faites aider, accompagner ou vous essayez de trouver une solution qui ne passe pas uniquement par vous pour essayer de sauver votre boîte, le plus de chances vous aurez de sauver votre boîte. Donc ça, c'est fondamental et demander de l'aide n'est certainement pas une preuve de faiblesse, n'est pas une preuve de faiblesse et ça, faut vraiment votre leadership, votre, capacité à manager, en aucune façon elle ne sera remise en cause parce que vous aurez demandé de l'aide. Au contraire, elle sera renforcée parce qu'elle démontrera qu'en tant que manager, à un moment, vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas rester seul ou avec votre équipe face à la situation qui se présentait. Donc surtout, le conseil, si je peux me permettre de le faire, c'est celui-là pour les entrepreneurs. Hein, et on travaille beaucoup, dans les réseaux d'entrepreneurs pour faire passer ces messages-là. Rencontrer des difficultés, ça arrive à tout le monde, dans nos vies, dans nos entreprises, voilà. Après, c'est la façon dont on réagit par rapport à ces difficultés. Donc ne réagissez pas tout seul, faites-vous, accompagner, faites-vous aider. Il y a plein de gens de qualité, de valeur qui peuvent le faire. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Il y avait les familles, Bah, ceux qui sont autour, parce que je pense ceux qui que sont autour. c Bah, ceux qui c'est sont très autour et important. moi je leur ai dû le dire dès le départ. Mmh. Ce que j'ai pu faire là, tout ce que j'ai pu faire là, souvent on le dit, c'est souvent dans les discours de départ en retraite ou de remise de médaille. Moi j'insiste beaucoup à des trucs comme ça. «Ah mais oui, si j'aurais pas pu faire tout ça sans ma famille». C'est vrai, moi aussi je peux vous le dire et ça c'est fondamental. Je veux dire, quand vous avez ce type d'engagement et un entrepreneur, il a un engagement, H24. Quand vous êtes, comme moi, engagé dans une association, c'est du H24. Encore ce week-end, j'avais un entrepreneur qui a, malheureusement perdu sa boîte, savait pas quelle association. Il m'écrit un mail et on est dimanche. Mmh. Voilà. Si je dis dimanche, je regarde pas mes mails, non et je lui réponds. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est parce que j'ai conscience de ça et ça, vous pouvez le faire que si vous avez un vrai accompagnement, un accompagnement de votre conjoint par rapport à ça, de la compréhension de ce que ça peut représenter. Alors après, il faut quand même qu'on maintienne l'équilibre entre la vie, d'engagement, ou la vie professionnelle et puis la vie personnelle. Mais je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire, ça nécessite aussi de travailler. Ça, c'est des sujets sur lesquels je travaille, vous voyez, hein, à titre personnel Mmh. en ce moment et ça fait un moment que je travaille là-dessus. De pas laisser cette partie, je pense qu'on peut gérer les 2 de façon, «très impliquée» entre guillemets, j'ai 8 petits-enfants et bientôt un neuvième, donc j'ai une grande famille et je voudrais pas qu'elle souffre du fait que, grand-père, il est, corps et âme, dans Mmh. 60 000 rebonds. Donc ça, je pense que c'est important, c'est pour l'entrepreneur, cet équilibre avec votre famille, en tant qu'entrepreneur, il est fondamental. Donc là, c'est le message pour les familles, c'est d'une certaine manière aussi, enfin, de l'entourage, Oui. c'est d'avoir, conscience que, en tout cas, c'est un sujet. En fait, il faut l'aborder d'une certaine manière. C'est-à-dire C'est ça. qu'on a conscience que les entrepreneurs sont des personnes passionnées et donc potentiellement, eux, ils ont le risque que Ça envahisse ça tout. envahisse tout. Et d'un autre côté, il y a aussi, l'autre partie de la médaille, on va dire, qui doit aussi,
provoquer la discussion, Ah ben je discute, hein, je peux vous dire, on discute. Oui, oui, non, mais c'est très clair et là-dessus, une vraie discussion, une vraie Mmh, construction, de mmh, dire, voilà, je comprends et j'agis pour en faire en sorte que, hein, donc je suis pas parfait, j'ai encore beaucoup à m'améliorer, mais je travaille, je très travaille clair. là-dessus. Donc pour les familles, c'est ça, c'est avoir cette capacité à poser sur la table, pas subir. Pour les familles, ne pas subir. Capacité à poser sur la table avec l'entrepreneur ou avec la personne les sujets pour trouver ensemble les solutions pour essayer d'avancer et d'avancer parce que cet équilibre-là, il est fondamental. Je peux vous dire une chose, quand on accueille des entrepreneurs malheureusement qui ont perdu leur entreprise, quand le couple ne tient plus, pour X ou Y raison, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus difficile. Alors que quand le couple est solide, quand le couple est là, quand, on parle des sujets, qu'on aborde des situations qui sont extrêmement la caution, la vente de la maison. Attendez, là, je suis pas dans le monde des bisounours, hein. Je parle de choses, Mmh. et qu'on le fait front ensemble, ça renforce le couple, mais ça donne aussi à l'entrepreneur une vraie capacité de rebond qui est plus forte. Alors j'ai pas de stats, j'ai pas de data, mais sachez C'est que là, pas c'est il y a pas besoin, c'est fondamental, il y a fondamental et ça aussi, c'est pas de polluer quand on rencontre des difficultés dans sa boîte, c'est pas de polluer, son couple avec toutes les difficultés qu'on a dans sa boîte, mais trop souvent le couple se rompt parce que l'entrepreneur a cru bien faire en ne parlant pas du tout de la situation de sa boîte à son épouse ou à son époux mmh, et au moment où la liquidation arrive ou les huissiers ou un certain nombre de choses, il y a une forme de rupture d'un contrat de confiance entre l'époux et l'épouse du fait de découvrir ce qui s'est passé et que l'autre ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit pas par, volonté de lui cacher, mais par volonté de le préserver. Mais c'est pas forcément un bon calcul. mmh. C'est pas forcément toujours un bon calcul. Mais c'est là où on voit que, en fait, c'est un travail, vraiment total, c'est presque 100 les 2 parties qui doivent travailler pour Eh que ça oui, marche. pour que ça marche, ouais. Ouais, C'est vrai. et peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas, il faut essayer de le faire quand Donc même. la famille, très important et très important aussi pour le rebond. Très clair. Bah, merci pour ces 2 messages, super clairs, et peut-être un dernier, pour ceux qui, aimeraient contribuer, à donner de la visibilité peut-être à 60 000 rebonds ou éventuellement à s'impliquer, comment est-ce que ça se passe? Alors il y a plusieurs messages là, c'est intéressant votre question. Déjà, il y a un premier message, c'est parfois difficile pour un entrepreneur de demander de l'aide et de taper à la porte de 60 000 rebonds. Et qu'est-ce qui fait quand on l'analyse après, a posteriori, qu'à un moment donné, il est venu, taper de l'aide? C'est qu'un certain nombre de personnes de confiance, lui ont parlé de se faire accompagner. 60 000 rebonds ou d'autres structures, peu importe, Mmh, mais au moins de se faire accompagner. Et donc je dis à nos auditeurs, à ceux qui vont nous écouter, vous avez tous potentiellement, et pas trop j'espère, mais dans votre entourage, des entrepreneurs et des entrepreneurs qui à un moment donné, pas trop, peuvent rencontrer des difficultés. Et comme ils ont confiance en vous, comme ce sont vos amis, vous pouvez vraiment simplement leur passer ce message qu'à un moment, tendre une main, ça n'est pas, dramatique et ça va beaucoup les aider. Donc ça, c'est vraiment après et ça, c'est salut public ou je sais pas comment on peut dire. C'est une œuvre de voilà. Ensuite, qui est dernier point, c'est de dire, bien sûr, vous pouvez vous engager dans une association comme la nôtre, en tant que parrain ou marraine ou pour ceux qui sont coachs professionnels, hein, et qui ont une expérience de coaching avérée parce que c'est nécessaire par rapport au profil des entrepreneurs, bien sûr, et où si vous disposez d'une expertise, vous pouvez aussi, être expert avec une contribution moindre, mais apporter votre expertise dans l'association et avec grand plaisir, on vous accueillera. Mais sachez et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pensez que vous allez donner et contribuer et c'est vrai, mais vous verrez, à la fin, vous recevrez beaucoup plus que ce que vous avez donné. Voilà. génial. Bah, je pense que ce sera le mot de la fin, Philippe. Un grand merci d'avoir, joué le jeu, de lier ces 2 destins, votre, carrière, ces moments clés et l'histoire de 60 000. Je pense qu'on a réussi l'exercice, donc je voulais vous féliciter. Après, on verra ce que diront les auditeurs, mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, Et à et vous. puis, bah, c'est la preuve par l'exemple que vous étiez tout à fait, un entrepreneur. Alors, ce que disait Guillaume Mullier là-dessus, parce que peu de temps, au moment où j'ai rendu le tablier, on terminera si vous voulez là, j'ai rendu, mon tablier de président, Grand Ouest, parce que c'est 6 ans les mandats et donc à l'époque, j'ai passé la main et donc il a vu, au moment de passage de témoin, il était présent,
tout ce qui s'est passé avec les entrepreneurs que j'avais pu connaître, tout ça. Et Guillaume, étant quelqu'un comme ça, d'entier, à un moment, il a repris le micro, il avait plus la parole, il a repris le micro, il est remonté sur la scène. Tout le monde était un peu surpris, mais c'était Guillaume, il était comme ça. Et il a dit: «Oui, quand, il a fallu nommer, Philippe, en tant que président de 60 000 rebonds, j'ai dit que j'étais contre parce qu'il n'était pas entrepreneur». Et ben, en fait, je me suis trompé, a-t-il dit. C'est pas un entrepreneur, mais c'est un entrepreneur associatif. C'était la pirouette qu'il avait trouvée. Bon, d'une certaine façon, bon, après que je sois entrepreneur ou pas, moi, je fais les choses avec passion, parce que je les aime, parce que j'ai de l'énergie, parce que ça me correspond. Est-ce que c'est être entrepreneur d'être comme ça ou pas? Peut-être, mais c'est à vous d'en juger. C'est ça. Merci beaucoup. Bon, au prochain épisode pour les auditeurs. Au revoir. Bravo, vous venez d'écouter mon échange avec Philippe Fourquet, président de 60 000 rebonds. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir 60 000 rebonds est de le partager sur LinkedIn en mettant en avant ce qui vous a marqué. Pour ne manquer aucun épisode sur les grands épopées, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.